de me trouver devant vous aujourd'hui et j'espère beaucoup ne pas trop vous décevoir avec le titre qui s'affiche en fait au-dessus de ma tête et devant vous. Existe-t-il un théâtre picard au Moyen-Âge? Je ne suis pas sûre en fait que je vais parler de Moyen-Âge puisque l'emploi chronologique dans lequel je vais inscrire mon travail ira du 15e, 16e siècle. Je ne sais pas si le 16e siècle fait partie du Moyen-Âge, mais il fait partie de ce moment en fait où les pièces dont je vais parler pour commencer se sont écrites et jouées. Donc du 16e jusqu'au 13e siècle, je fonctionnerai en fait un petit peu à reculons donc pour ce Moyen-Âge. Je ne sais pas si je vais parler de théâtre, je vais parler en fait de ce qu'on appelait au Moyen-Âge, pour les 15e et 16e siècles, des mystères, c'est-à-dire en fait ces grandes pièces de théâtre religieux que l'on jouait, donc que les villes montaient, que les municipalités montaient avec beaucoup de faste et beaucoup de succès. Et je parlerai également donc pour le 13e siècle de ce qu'on appelait à l'époque des jeux, traduction française du terme ludi, les jeux effectivement à l'origine latin, et que l'on continuait à jouer en fait à la même période et au même moment que le corpus sur lequel je vais travailler et qui sera un corpus en français comme il vous a été annoncé donc se déroulait. Dernier point qui pourrait éventuellement vous décevoir, je ne sais pas si je vais parler d'un théâtre picard ou d'un théâtre plutôt en picard. Des éléments de langue bien évidemment qui caractériseront mes pièces vont intervenir, mais il n'en demeure pas moins que la chose par laquelle donc je pourrais commencer serait une chose que vous connaissez tous très très bien. Je me situe donc à la fin du XVe siècle et je poserai en fait, je dirais, le problème du picard et des textes qui peuvent être écrits en picard dans le cadre de cet événement, ou plutôt de cette zone géographique qui était donc la maison de Bourgogne. Maison de Bourgogne dans laquelle, chacun le sait ici, la Picardie en fait ne s'appelait pas réellement Picardie mais était plutôt constituée par les trois comtés des seigneurs bourguignons que l'on appelait donc la Flandre, le Hainaut et l'Artois. C'est effectivement dans cette région que je trouverai en fait le premier point que j'aborderai avec vous pour parler donc de ce théâtre en Picardie. Et j'utilise cette fois-ci en fait le terme que nous utilisons pour désigner cette région aujourd'hui et qui réunit donc mes trois comtés. La Picardie s'avère en effet une terre donc de mystère, si je peux me permettre en fait le jeu de mots, puisqu'elle a porté haut les représentations de ces mystères, et qu'en tout cas une documentation absolument fantastique de précision et de richesse nous est parvenue pour l'organisation de ces mystères dans les comtés en question. Et donc c'est par cela que je commencerai. Puis j'évoquerai dans un deuxième moment les pièces donc que l'on appelle ces jeux d'Arras, donc sur lesquels je me concentrerai beaucoup plus longuement, comme vous le verrez. Ces jeux d'Arras, présentés après les mystères, donc, et notamment les mystères de la Passion, c'est sur cela que je me concentrerai donc, des 15e et 16e siècles, forment-ils ce qu'on pourrait appeler une certaine idée du théâtre, qui appartiendrait donc à la région picarde. Telle est la question en fait que je poserai à ma documentation et à ma démarche à reculons dans la chronologie. Une certaine idée, la citation est probablement mal choisie, car nous verrons qu'en fait, bien plus que d'idées, il s'agit, je dirais, de pratiques, c'est-à-dire de choses qui sont profondément ancrées, aussi bien dans une pratique qui est la pratique théâtrale de la performance, que dans les objets, et notamment dans un objet sur lequel je vais travailler, et qui sera en fait un manuscrit. La seconde pratique, en fait, dont je dois parler lorsque je parle de performance médiévale, c'est la façon que cette performance a pu avoir d'être enregistrée dans le document manuscrit tel qu'il m'est parvenu et tel qu'il constitue aujourd'hui le seul et unique témoin de la performance que je puisse imaginer de cette époque. J'en viens donc à mon premier point, et pour comprendre ce qui se passe en Picardie, en ce qui concerne le mystère, je dois sortir de la Picardie, je dois aller à Paris. Paris en 1452, l'organiste de Notre-Dame de Paris, qui est manifestement donc un homme de condition modeste, un ancien enfant de chœur, il écrit pour ses enfants de chœur à lui un extraordinaire texte de 34 000 vers qui est un mystère de la Passion. Donc je vais parler en fait de ce mystère de la Passion, je ne vais pas parler de ces mystères de saints qui étaient également joués en fait de manière tout à fait importante en France à cette époque. Non, je vais parler en fait de ce grand texte en fait, qui est le texte d'Arnoux Gréban. Texte d'Arnoux Gréban donc qui est composé et joué à Paris en 1452 et qui est remanié, adapté à Angers en 1486 par un certain docteur très scientifique, comme on le trouve en fait dans l'annonce des manuscrits et imprimés, qui s'appelle Jean Michel.
Et donc l'ensemble, Gréban, en fait, je dirais arrangé par Michel, a été arrangé et se découvre encore dans d'autres documents, sous une forme en fait que nous donnons, en fait, à laquelle nous donnons le nom de passion cyclique, et qui est la forme en fait sous laquelle, je dirais, le mystère de la passion s'est joué dans toute la France entre le XVe et le XVIe siècle. Et c'est à cette passion cyclique que je m'intéresse parce que, à Amiens 1500, puis à Mons donc en 1501, et enfin à Valenciennes en 1547, ce sont des versions en fait adaptées de cette passion cyclique qui se sont jouées, qui se sont plus exactement, comme je vais le voir avec vous, écrites et jouées donc à chaque fois dans une version qui a été spécifique à chacune de ces villes. Pour, par exemple, revenir à la dernière très très rapidement, en 1547, lorsque Valenciennes monte le mystère de la Passion, on est en terre protestante. Donc monter en fait cet immense spectacle qui est une adaptation de la Passion cyclique en 20 journées, c'est quelque chose en fait comme un acte militant ici, en terre protestante encore une fois de ces catholiques. Donc cela montre, entre autres choses, l'importance considérable idéologique en fait et l'ancrage qui pouvait être celui de ces représentations à l'époque dont nous parlons. Comment les choses se passent-elles exactement? Elles se passent de la manière suivante. Le texte dont je vous parle, cette passion cyclique, qui est une adaptation d'adaptation, est un texte qui est prêté, ou plus exactement et très rapidement on comprend qu'il est vendu, comme je le vois en fait dans un certain nombre d'archives. Je travaille ici en fait donc sur les archives de la Passion de Mons, j'y reviendrai, qui ont été découvertes, plus exactement mises en ordre et mises dans le domaine public par Gustave Cohen, un grand historien du théâtre médiéval. Et donc je vois effectivement comment se passent les choses. Assire Jean Bouchard, prêtre, maître Étienne de Ponceau, Jean Lamitte et Collard Olivier, au support de leurs dépens au voyage par le fait en la ville d'Amiens, pour l'avoir et retrouver les originaux et copies du dit mystère, a été payé, donc 7 livres et 6 sous. Donc voilà, on les paye en fait pour aller chercher simplement ici ce qu'on appelle les originaux et copies des mystères. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire, comme je vous le disais, que donc cet immense texte, donc qu'est le texte de Gréban, arrangé par Michel et ensuite réarrangé dans cette passion cyclique, c'est un texte, encore une fois, que l'on va chercher et que l'on va arranger en fait en toute une série, un bouquet en quelque sorte de manuscrits qui va être composé pour chacune des représentations. Les originaux dont il était question, ce sont des manuscrits qui vont contenir l'intégralité du spectacle qui va être monté, tout compris. Le texte, les éléments de mise en scène, les didascalies, les décors, tout est compris en fait dans les originaux. L'abrégié, que je mets ici en italique et je vais y revenir tout de suite, c'est le texte en fait qui est le texte de régie, le texte du metteur en scène. Il ne contient, comme on va le voir, que le début et la fin de chaque réplique et les éléments qui permettaient en fait de mettre en scène les décors et notamment, comme on va le voir aussi, donc les trucages. Le relais, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble en fait des textes qui étaient composés pour chacun des acteurs. On avait effectivement chacun des acteurs qui possédait donc son petit rôle. On en a retrouvé quelques-uns. Ils s'appellent relais parce qu'ils étaient effectivement donc en papier roulé. Et puis donc quatrième type de manuscrit, ce qu'on appelait le livre des conducteurs de secrets. Les secrets, c'est quoi? Eh bien, c'est les trucages. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, ces spectacles étaient extrêmement populaires, au sens où ils attiraient un important nombre, en fait, de gens pour ces représentations. Ils étaient prêts à payer très cher, les places, en fait, coûtaient cher par rapport à ce que gagnaient les gens à l'époque. Et donc, ces livres des conducteurs de secrets contiennent, en fait, l'évocation des trucages qui permettaient, donc, ici, de donner, je dirais, leur couleur à ces spectacles. La documentation est riche, elle est remarquable pour ces pièces qui ont été montées effectivement donc en Terre du Nord. C'est la raison pour laquelle je me permets en fait de m'y attarder quelque temps, car véritablement c'est l'ensemble, je dirais, le plus riche qui nous soit parvenu. Non que les pièces n'aient pas été montées dans d'autres régions, mais vraiment il y a une singularité ici de cette documentation très riche qui nous est parvenue. Alors peut-être hasard bien évidemment des choses. Je vous montre ici en fait un extrait donc de ce que Firmin Gémier, lorsqu'il a examiné, donc qui était un grand homme de théâtre, lorsqu'il a examiné donc ce manuscrit que lui montrait Gustave Cohen, l'historien du théâtre dont je parlais tout à l'heure et qui donc a redécouvert et réexhumé en fait ces documents, lui a dit mais tout ceci en fait c'est véritablement le livre de conduite d'un régisseur, donc d'un metteur en scène de théâtre. On voit ou on ne voit pas, je ne sais pas en fait, l'écriture n'est pas forcément aisément déchiffrable, donc dans l'image que je vous montre, que nous avons affaire bien sûr à une scène qui est une scène de la création, c'est-à-dire que Dieu, Adam et Ève ici dialoguent donc après le péché donc originel.
mauvais serpent et détestable, lui dit Dieu, effectivement. Et donc les choses qui sont intéressantes, c'est qu'on voit bien qu'on a affaire à la première et à la dernière réplique ici de Dieu. Le nombre de vers que contient la réplique est indiqué par un petit chiffre, j'ai pas de crayon en fait, hein, sur la droite. On voit ici effectivement 34 s'afficher, et puis ensuite donc 32, puis 16 hein, pour le nombre de répliques que contenait donc la réplique de Ève. Tandis que donc, le document en question donc, est très clairement un document de la pratique. C'est un document en papier, pas du tout précieux. C'est un document en fait qui est soigneusement justifié, ça ne se voit pas non plus sur l'image, par une pliure qui permet d'isoler en fait les répliques sur la droite et sur la gauche, donc tout ce qui concerne la mise en scène. Si ce n'est là, en fait c'est une exception, puisque nous avons toute ici la didascalie qui traverse en fait hein, la réplique. Il s'agissait en fait hein, d'amener à Adam et Ève leur polisson pour qu'ils ne se retrouvent pas effectivement nus au paradis au moment où ils doivent le quitter, donc hein, juste après la chute. Donc il s'agissait en fait que le régisseur n'oublie pas d'apporter à ce moment-là, ou de faire apporter plus exactement, les polissons donc, en question. Donc premier élément qui montre effectivement la fantastique richesse de cette documentation. Deuxième élément, les archives d'Amiens, elles sont relativement importantes pour la Passion dont je vous parlais, donc la Passion montée en 1500, et que donc les gens de Mons sont allés chercher en fait à Amiens hein, pour la monter et l'adapter à leur façon. Et donc ici en fait, dans les impôts et dans les archives qui indiquent donc les impôts et comptabilités de la ville d'Amiens, on trouve effectivement donc hein, le compte des sommes qui ont été versées à Nicolas Leroux pour donc adapter le texte qui lui venait donc. D'où lui venait-il? La question en fait a souvent été posée, j'y reviendrai si cela vous intéresse. Et donc il a été payé pour arranger, encore une fois, écrire par cahier, me dit le texte, hein, la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on trouve également, donc bien évidemment, payer les gens en fait hein, qui ont mis en place les éléments de Mérien, c'est-à-dire en fait hein, tous les matériaux qui permettaient de monter ici hein, le monte à bord et la croix de crucifiement, entre autres choses. Donc une famille en fait hein, qui, à l'évidence, était une famille de charpentiers, beaucoup payée à l'intérieur de ce recueil, donc hein, pour monter ces mystères. Donc voilà, hein, ce type de documentation, donc bien sûr, nous est accessible et nous permet de réaliser encore une fois l'extraordinaire notoriété et la très belle réalisation hein, que fut celle de ces mystères de la Passion en Picardie. Et à tout seigneur, tout honneur, il n'est pas possible en fait pour moi d'évoquer le théâtre picard sans évoquer effectivement la plaque tournante que fut la ville de Chauny en ce qui concerne donc la confection des secrets, c'est-à-dire des trucages en fait de ces mystères de la Passion et des mystères en fait en général. Je cite à nouveau donc les archives de Mons et le compte des dépenses, où l'on voit qu'on paye quelqu'un simplement pour aller chercher et négocier ici donc avec Jean de Lechière et avec Guillaume son frère. On négocie avec eux en fait qu'ils viennent pour monter les secrets du mystère qui sera donc joué à Mons. Et donc ici en fait on voit bien sûr Chauny s'affirmer durant en fait toute la fin du XVe et tout le XVIe siècle comme la ville en fait qui contient le témoignage, je dirais, de ces gens spécialisés dans la construction et dans la confection donc de ces trucages de théâtre. Et je rappelle une citation qui est bien connue en fait de mes collègues renaissants, qui donc est extraite de Gargantua et où l'on voit effectivement le jeune Gargantua lorsqu'il reçoit son éducation, qui est une éducation qui comprend beaucoup de loisirs comme chacun sait. Et bien donc il apprécie tout particulièrement d'aller voir les jongleurs et donc les battleurs, tréjectaires et terriacleurs, donc ici à la fois les terriacleurs, c'est-à-dire les gens qui, les charlatans, mais aussi donc les gens qui construisaient ces secrets. Et donc il apprécie ceux de Chauny en Picardie, car ils sont de nature grands jaseurs et beaux bailleurs de balivernes en matière de singes-bers. Je ne reviens pas bien sûr sur le fait que les singes-bers continuent aujourd'hui à être l'emblème en fait de Chauny. Je ne reviens pas non plus sur le fait que à l'origine il ne s'agissait probablement pas de singes mais de cygnes. C'est une question de graphie et une question en fait bien sûr d'interprétation par des Fronciens qui ont envoyé en fait ces singes à la place des cygnes à la ville de Chauny. La langue décidément pose régulièrement des problèmes. Bon, il n'en demeure pas moins que ces secrets, donc montés par ceux de Chauny en Picardie ou par d'autres gens à Valenciennes, permettaient donc, et ce sera l'ultime document que je vous montrerai cet après-midi concernant donc la mise en scène de ces mystères de la Passion, ils permettaient donc de construire ces extraordinaires, je dirais, décors, dont je vous montre ici l'image la plus célèbre et la plus connue de l'histoire du théâtre, qui est donc cet échafaud peint par l'enlumineur Hubert Caillot et qui correspondait donc à cet ensemble de décors construits pour le mystère de la Passion de Valenciennes en 1547.
Je ne commente pas tous les éléments, je mettrai en évidence ici que le paradis et l'enfer, le paradis était constitué par ce qu'on appelle un soleil tournant, donc il y avait un trucage en fait, qui intervenait autour du personnage de Dieu et qui faisait tourner à la fois des personnages de papier et des personnages véritables, ça devait être effectivement extraordinaire, on a une figuration, et puis bien sûr on a cette image de la gueule d'enfer et de tous les trucages de feu, de flammes en fait et de fumée qui bien sûr était le clou du spectacle lorsqu'on venait donc assister à un mystère. Alors voilà pour cette première présentation. Je ne pouvais pas en fait, j'allais dire, en faire l'économie, étant véritablement à l'origine donc pour ma première thèse spécialiste en fait de ces mystères. C'était un plaisir pour moi de vous faire partager en fait la singularité et la force qui fut manifestement celle de ces spectacles dans le nord de la France, donc tout particulièrement par rapport, en fait, je dirais, aux autres régions. 1547-2017. Que s'est-il passé et est-ce que 460 ans permettent effectivement de comprendre qu'il y ait quelque chose comme, je ne sais pas moi, une idiosyncrasie dramatique en Picardie, quelque chose en fait qui serait un atavisme en fait du théâtre français et qui ferait qu'on continuerait en fait depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui à jouer ces pièces. C'est le moment que je choisis donc pour passer du 16e au 13e siècle et donc pour revenir au jeu de la feuillée. Et je profite de l'occasion pour remercier Olivier Engeler qui m'a donc communiqué ici l'existence de cette représentation de 2017. Comme vous le voyez, il a pris cette photo donc cet été et cela bien évidemment pose encore une fois la question de savoir ce qui s'est passé au Moyen-Âge en fait, je dirais en matière de théâtre et dans quelle mesure et comment nous pouvons comprendre que quelque chose de singulier en ce qui concerne la relation entre cette région et le théâtre ait pu se produire. Alors je ne vais pas travailler sur cette image qui me semble tout à fait intéressante et nous envisageons de contacter donc les gens qui ont monté ce spectacle. Non, moi je vais travailler en fait bien sûr sur la pièce médiévale, vous pensez bien, je suis donc effectivement, je me retrouve, je retrouve en moi bien sûr la médiéviste que je suis, et donc je vous invite donc à une promenade à l'intérieur de ce jeu de la feuillée, donc d'Adam de la Halle. Alors, que contient donc ce jeu de la feuillée? Je vais donc le lire pour vous, et donc si j'ouvre en fait ma pièce, je découvre la chose suivante, donc avec un personnage qui n'est pas nommé, mais le texte est dans le manuscrit appelé Ligius Adam. Seigneur, savez pourquoi j'ai mon habit cangier? J'ai esté avec femme, or revoué au clergier. Si avertirai-je sous que c'est piéchat son jet, mais je veuille à vous tous avant prendre congiette. Etc., etc. Ici, j'ai donc affaire à un personnage de poète qui s'adresse à des seigneurs et qui dit « Je veux donc redevenir un clerc, je veux revenir à mes chères études. C'est à cela, en fait, que je rêve depuis toujours. » Ici, donc, il prend congé, ou du moins, il tente de prendre congé donc, de ses contemporains, lesquels ne vont pas tellement lui laisser le choix et vont réagir immédiatement à cette demande de quitter sa femme pour revenir à ses chères études, car c'est ce qu'il dit, j'ai été avec femme, or revoué au clergier, et ils lui répondent « Kaitis, chétif », que je traduirai un petit peu plus loin, « Qui feras-tu, on que d'Arras bon clerc n'ici ?» Mais que feras-tu donc à Paris? Jamais d'Arras n'est sorti un bon clerc, c'est-à-dire un bon poète. Et donc la moquerie ici de ses contemporains se poursuit. Il s'appelle Riches Auris, c'est-à-dire richesse d'or. Il s'appelle Riquier, il s'appelle Guillot le Petit. Ce sont manifestement donc des personnages de bourgeois de la ville d'Arras qui vont donc se moquer ici du poète et interrompre, entraver ici son désir de quitter la ville pour reprendre ses chères études. Le personnage que je vous montre maintenant, en fait, est celui de son père, le vieux, qui bien sûr donc va s'imposer aussi au départ de son fils, en faisant semblant de l'encourager, en lui disant « Tu as perdu tant de temps avec ta femme, mais bien sûr reviens à tes études ». Mais pas question ici de lui donner le moindre argent. Et donc, ce personnage d'avare, ici, est un personnage qui nous vient de très loin, bien sûr, et que le théâtre arageois ressaisit dans cette opposition entre les générations pour faire exister quelque chose comme un antagonisme et nourrir l'action. Deuxième partie de la pièce qui ne se caractérise pas, je dirais, par sa grande cohérence, a priori, et nous aurons à revenir bien évidemment là-dessus. La deuxième partie de la pièce est consacrée ici à l'arrivée des fées dans la ville d'Arras. Très bien, donc 3 fées ici arrivent, on comprend en fait que c'est quelque chose en fait de régulier et qu'elles viennent pour un banquet auquel elles se rendent donc chaque année. Et comme l'image que je vous montre le suggère, l'une des fées n'a pas de couteau.
Une fois de plus, la ville d'Arras réinvestit un certain nombre de mythes folkloriques. La fée sans couteau, cette fée Carabosse donc, qui va tout de suite prononcer quelque chose en fait, comme une malédiction à l'égard de ces Arageois qui n'ont pas eu de respect pour sa personne. Les trois fées donc sont ici figurées, nous y reviendrons, sous des figures cocasses qui sont de toute évidence celles de femmes et d'hommes. Donc ici en fait, je lis ce à quoi elle condamne les personnages arageois irrespectueux. Je décide que Riquier perde ses poils et tous ses cheveux sur le devant. Quant à l'autre qui se vante sans cesse d'aller étudier à Paris, je veux qu'il s'encanaille tellement parmi les gens d'Arras et qu'il s'oublie dans les bras de sa femme qui est voluptueuse et tendre, au point qu'il déteste et haïsse l'étude et qu'il ajourne son voyage. Ce voyage donc ne se fera pas, et la troisième partie de la pièce est consacrée à une grande scène de taverne. C'est là, bien évidemment, l'une des caractéristiques du théâtre arageois au XIIIe siècle, et cette grande scène de taverne donne l'occasion à tous ces arageois que nous avons rencontrés de se moquer, bien évidemment, du personnage donc de l'étudiant, et bien évidemment railler son projet de départ avorté. Et donc, passe devant, me voici, lui dit son père donc dans la taverne. Et mon Dieu, quel étudiant, répondent donc les arageois. Voilà donc de l'argent bien employé. Les autres à Paris se conduisent-ils ainsi, c'est-à-dire se rendent-ils tout le temps à la taverne? Dernier, je dirais, élément de la pièce tout à fait important. On a quelque chose en fait ici qui est de l'ordre, je dirais, du religieux. La pièce se termine, l'ensemble des arageois étant à la taverne, par le désir en fait de se rencontrer autour de la chasse de Notre-Dame. Partons. Oui, mais avant nous irons, si l'on en croit, baiser la chasse de Notre-Dame, baiser le fierte de Notre-Dame, et ce cierge offrir quelle flamme, nos causes nous en parlera mieux. Ici nos affaires n'en iront que mieux si nous baisons donc à cette Chartres. Les images que je viens de vous montrer sont extraites donc de la mise en scène de ce spectacle par Jacques Rebottier à la Comédie Française en 2003. J'aurai l'occasion, je pense, en fait, de revenir à la tonalité qui s'est dégagée de ces images et qui était à l'évidence une tonalité que je dirais plutôt farcesque, plutôt drôlatique, quelque chose en fait qui mettait l'accent sur le caractère profondément décousu et un peu fantasque en fait de cette pièce, qui peut-être n'est pas ce que je pense moi au regard de ce que je découvre en fait dans les objets qui l'ont consigné. Et pour mieux comprendre en fait ce que je veux vous montrer, et pour mieux comprendre en fait quel type, je dirais, d'histoire de la performance pour moi Adam de la Halle a porté, je dois revenir en fait sur le projet original qui était le sien lorsqu'il a décidé donc de quitter cette ville d'Arras, ce projet que l'on voit se développer et avorter donc à l'intérieur de la pièce. J'y reviens, et donc je vois le texte suivant que je vais lire un petit peu. Este faisoit belle et serie, doux et vert et clair et joli. Adont me vint à visions de celui que j'ai à femme or, qui or me semble pâle et sort. Adont estué blanc et vermeil, riance amoureuse et de G. Or le voué crasse, mal taillis, triste et en chance. C'est grand merveille. Voirement est-vous muable, quand féture si déritable avait si brièvement oublié. Bien c'est pourquoi est-ce ça housse, pourquoi elle a fait envers vous trop grand marché de ses denrées. Et donc ici, bien sûr, la traduction à droite vous montre à quoi nous avons affaire. C'est ici, en fait, un amant amer, aigri, plein d'amertume, qui pleure, je dirais, le visage rose et blanc de sa belle et jeune épouse, et qui maintenant la voit grosse, déformée, triste et méchante. Mais l'ensemble des arageois, s'ils s'opposent à lui, le fait d'une manière qui est récurrente à l'intérieur de la pièce, et qui, bien évidemment, avec cette générosité qu'elle aurait fait de ses charmes, je ne cite ici, en fait, je dirais que la partie la plus soft de l'affaire, il arrive, en fait, que les choses soient nettement plus lestes dans le jeu de la comédie, et où l'on voit, bien évidemment, sexualité ou scatologie intervenir pour rythmer, je dirais, l'ensemble de la pièce et pour donner à cet amour déçu et à cette amertume une coloration qui ne va pas, en fait, sans violence ni sans vulgarité. Autant vous dire en fait que pour comprendre ce projet et pour comprendre, je dirais, en quoi c'est ce que vous disait donc votre présidente tout à l'heure, comment et pourquoi est-ce qu'on peut avoir ici affaire à un théâtre dont les histoires du théâtre en fait ne cessent de nous dire qu'il a été à la fondation
de notre théâtre français. Alors c'est vrai, parce que bien évidemment c'est un ensemble en langue française, pardonnez-moi, même si c'est du picard, et j'y reviens tout de suite, qui est important, mais il est clair pour moi ici que quelque chose d'autre se passe, et que quelque chose en fait qui est de l'ordre justement de cette tonalité mêlée, caractérise en fait le théâtre d'Adam, et lui a donné probablement ici son aura et sa force. Alors pourquoi quitter Arras? Oui, je vous provoquais un tout petit peu, c'est vrai, c'est quand même du picard. Et un certain nombre d'éléments ici caractéristiques de la langue picarde apparaissent très clairement dans la façon en fait d'enregistrer à l'écrit, et de toute évidence donc des phénomènes oraux qui transparaissent donc encore dans le manuscrit. Donc palatalisation incomplète ici du K plus E, avec Churley, avec Blanc, au lieu d'avoir Blanca ou Blanche, bien évidemment, pardon, de Blanca on n'obtient pas Blanche mais simplement Blanc, il n'y a pas de palatalisation du tout. Sans lait ici, absence d'épenthèse, entre simi, laré, il n'y a pas d'apparition du B comme on l'aurait donc dans d'autres dialectes, comme le francien, ou comme d'autres dialectes, comme par exemple en bourguignon, on l'aurait aussi en fait, ou en normand. 2J à la place de 2J, donc les E non accentués, la fameuse marque morphologique du picard qui consiste à utiliser soit le déterminant ici, soit le pronom personnel sous sa forme. Alors j'en discutais tout à l'heure avec monsieur Engelard, je ne sais pas si c'est du neutre, moi j'avais toujours vu ça plutôt comme une forme masculine, avec un accord, donc un des adjectifs au féminin, mais on peut en discuter, bien évidemment. Et donc... ici, encore une fois, forme qui consiste donc à changer le B intervocalique latin, mutabilis qui donne muavle, d'accord, à le changer effectivement en V, comme on le trouve dans la plupart des vocables, mais comme cela ne s'est pas fait lorsque donc la voyelle prétonique a disparu suffisamment tôt pour conserver encore une fois ce B dans les versions, en tout cas dans la version de la langue francienne. Alors donc, pourquoi quitter Arras? Il quitte Arras en picard, c'est clair, dans la pièce Le jeu de la feuillée, et il quitte Arras parfois avec quelques picardismes, et là cette fois-ci en fait c'est une petite pique à l'égard en fait de mon collègue, bien évidemment ancien, Ernest Langlois, grand universitaire médiéviste devant l'éternel, grand éditeur de textes qui était spécialiste du roman de la Rose et qui, comme vous le savez peut-être, a été en fait un grand prof de l'université de Lille. Et donc qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Langlois, lorsqu'il éditait les manuscrits en picard? Je n'ai pas mes citations à la main, je n'avais pas envie de vous infliger ça, dans les introductions en fait terribles de philologie des pièces médiévales, mais il dit très clairement, je n'ai pas hésité à changer les choses et à uniformiser en fait en picard l'ensemble du manuscrit que j'éditais, à savoir celui sur lequel on va s'arrêter maintenant. Et donc regardez, j'ai surligné en vert pour vous, il ajoute en fait des marques ici de palatalisation incomplète. On avait tout à l'heure donc un c'est grand merveille, et maintenant on a chez grand merveille, et puis donc elle a fait envers vous trop grand marquiette de ces denrées. Donc ici en fait, de ces denrées, pardon, il conserve effectivement le T de Marcatus, il le conserve, c'est effectivement un trait picard, il l'ajoute en fait sans vergogne. Et la première réplique en fait du chevalier vis-à-vis de Marion, vous allez voir, on va aborder aussi Robin et Marion. Dieu vous parte, il écrit, et c'est écrit dans le manuscrit, mais c'est clair, absolument clair, Dieu vous parte. C'est clair que c'est ça qui est écrit, il l'a ajouté. Il n'a pas hésité, il s'en est en quelque sorte expliqué, c'était quelque chose qui pour lui appartenait encore une fois à la langue, et il avait envie de l'enregistrer dans le manuscrit comme quelque chose qui faisait du texte, un texte picard. Hyper-picadisme donc encore une fois des collègues médiévistes. Pour revenir un petit peu à quelque chose qui ne sera pas la vérité, oulala, nous en sommes très très loin, c'est clair, mais je crois qu'en fait on peut essayer de s'approcher, encore une fois, de ce théâtre en regardant plus précisément comment il a été enregistré donc, dans le manuscrit. Et le manuscrit que je me propose de découvrir avec vous, le FR donc 25566, est le manuscrit qui contient donc ce jeu de la feuillée. Fiche signalétique, 280 feuilles de 25,5 cm sur 17,5, comme ça. Il est tout petit. C'est très décevant. C'est terrible en fait. Ce n'est pas un grand beau manuscrit enluminé, non. On a affaire à quelque chose qui de toute évidence, d'abord c'est un manuscrit en parchemin, c'est une belle chose, bien conservé. Enfin c'est pas un beau vélin fin, non c'est pas du tout ça. Bon, c'est malgré tout en fait un objet qui contient 49 enluminures, d'une qualité en fait pareil moyenne comme on va voir. Et ses lettres initiales sont colorées. Il a été copié à la fin du XIIIe siècle. Je reviendrai en fait sur la date de 1288 au cours de l'histoire en fait. On verra se dessiner de Adam de la Halle grâce à ce manuscrit.
Mais ce que je peux dire en fait dès maintenant, c'est que j'ai affaire donc à un objet qui est un objet bien composé, bien concerté, mais qui de toute évidence donc n'est pas une copie de luxe, comme j'en trouverai en fait un petit peu plus tard en fait au Moyen-Âge, lorsque je regarde par exemple ces copies du texte de Gréban dont je vous parlais tout à l'heure. Là j'ai affaire la plupart du temps à des copies de luxe absolument grandes en fait, de grand format, et qui lorsqu'elles sont enluminées font appel, je dirais, à des artistes d'une autre eau. Alors, il n'en demeure pas moins que moi je dois me contenter de celui-là parce que c'est le seul manuscrit qui contienne l'ensemble de mon texte de La Feuillée. Alors, ce n'est pas le seul manuscrit qui contienne un morceau de La Feuillée, et je vous cite en fait les deux autres manuscrits, aujourd'hui retrouvés en tout cas, qui en contiennent donc 2 fragments. Et ces 2 fragments, en fait, c'est le même fragment que je trouve, c'est-à-dire des vers 1 à 192, c'est-à-dire le début en fait de la pièce, c'est un extrait vraiment de la première partie du jeu de La Feuillée, qui concerne donc la dispute entre Adam et les Arageois, autour donc de la question amoureuse, et ce moment en fait où Adam, je dirais, s'oppose aux Arageois en disant « ma femme est devenue vieille et laide et c'est la raison pour laquelle je dois absolument partir ». Ils disent « mais tu ne pourras jamais partir ». Et donc ce fragment de l'histoire en fait est contenu dans un manuscrit qui est donc le FR 837, j'y reviendrai, c'est un manuscrit en francien, ça a son importance je pense aujourd'hui, et un autre qui est donc conservé aujourd'hui à la Vatican et qui contient la même chose, on y reviendra. Alors, si vous voulez bien, on entre en fait dans ce manuscrit pour mieux comprendre ce qu'est donc ce théâtre et ce qu'est ce jeu de La Feuillée. Et première surprise, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Adam de la Halle et son jeu de La Feuillée ne sont pas tout seuls. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. J'ai même coupé, en fait, j'allais dire, la liste assez longue que contient ce manuscrit en fait en matière de texte. Et donc ici, ce que je constate en revanche, et j'ai plusieurs façons de lire évidemment cette immense liste, première façon de lire ma liste, eh bien de remarquer en fait que la plupart des auteurs qui y sont consignés sont des auteurs qui ont à voir avec la Picardie, qui ont à voir en fait, je dirais plutôt avec l'Artois. Il y a une très très grande dominante artésienne ici, dans les auteurs en fait qui ont été copiés à la suite donc de ce qui est appelé un chansonnier, et j'y reviendrai. Donc Arras, Amiens, les Flandres, Lille pour Jacques Marjolais bien sûr, ou bien Bodfastoul, un autre auteur donc important d'Arras, encore une fois. J'ai donc affaire ici à ce que j'appellerais plutôt en fait qu'une copie de luxe avec un texte unique, à ce que j'appelle donc un manuscrit recueil d'auteurs picards à dominante artésienne. C'est la première façon, je dirais, de donner en fait un petit peu un ordre à cette liste qui sinon en fait finalement n'a pas tellement de signification. Alors si, bien sûr, il faut peut-être comprendre pourquoi les textes en fait ont été copiés dans un certain ordre dans un manuscrit. Deuxième façon en fait d'ordonner, je dirais, cette copie. C'est une façon, bien sûr, qui vient probablement de mon regard. On ne voit jamais que ce qu'on a envie de trouver, je le sais bien. Et donc ici, en fait, ce que je peux malgré tout vous dire, c'est qu'à l'évidence, le manuscrit en question met en valeur donc, le corpus, qui est le corpus d'Adam de la Halle, en lui consacrant donc, toute sa première partie, en copiant ce que aujourd'hui on considère en fait comme tout l'œuvre d'Adam de la Halle, donc dans ses feuillets 2 à 68. Et puis donc, à l'intérieur de ces feuillets 2 à 68, bien sûr, on va voir se dégager un corpus sur lequel on va revenir, et qui n'est pas seulement un corpus théâtral. Et puis donc, autre élément qui me permet de dire que c'est un corpus qui est de toute évidence lié au théâtre, l'importance considérable d'un autre auteur, en fait, qui dans les histoires du théâtre a une place évidemment très importante, et qui est Jean Bodel, avec son jeu de Saint-Nicolas. La copie, en fait, du texte que l'on appelle le jeu de Saint-Nicolas de Jean Bodel, sur lequel on reviendra aussi, c'est également la seule et unique copie existante de ce texte, en fait, et elle intervient juste après le corpus d'Adam de la Halle. Jean Bodel, de surcroît, verrouille le manuscrit. Et c'est à lui, en fait, qu'est accordée la dernière place. En plus de ça, une dernière place, je dirais, rehaussée du fait qu'il s'agit d'un texte qui est également un texte d'adieu. C'est le texte, en fait, de son congé. C'est donc, en fait, pour une spécialiste de théâtre, et je reconnais volontiers ici mes lunettes déformantes, c'est donc à l'évidence pour moi un manuscrit qui est lié à des auteurs qui ont partie liée avec l'histoire du théâtre, c'est incontestable, et c'est en tout cas de cette manière, je dirais, que je peux essayer de le comprendre et de le lire. Alors, je m'approche, j'ouvre mon manuscrit, c'est gentil de se regarder la table des matières, mais ça va pas suffire. Et donc en fait je l'ouvre, je passe au folio 10 et je signale en fait à toutes fins utiles que les folios 2 à 9 en fait constituent un plus petit cahier à l'intérieur du manuscrit, et c'est exactement la même chose en fait que les folios 10 à 19 qui est copié, c'est-à-dire que c'est le même corpus en fait qui a été copié en fait à l'évidence plusieurs fois, ce qui va je dirais alimenter aussi la thèse qui est la mienne sur la façon de fonctionner et sur l'usage en fait qui était celui de ce manuscrit. Je suis déçue. Un peu déçu, il était petit, je m'attendais à trouver du théâtre, et je trouve essentiellement de la musique. Je l'ouvre en fait, et le titre de chansonnier, j'allais dire, apparaît clairement comme étant peut-être celui que je dois avant tout donner donc à ce recueil. Je m'approche,
Ici, bien sûr, les partitions de musique, donc d'amour au cœur veuille canter. Le T, bien sûr, apparaît donc sur la ligne de dessous qui n'est pas visible sur cette image. Je vois ici donc ce corpus musical, à l'évidence, prendre toute son importance. Corpus musical que je ne saurais dissocier, en fait, à l'époque, bien évidemment, de la poésie. Et je comprends, en fait, que le manuscrit se place, en fait, essentiellement sous le signe donc, de cette poésie chantée, qui est avant tout donc une poésie amoureuse, une très très belle poésie amoureuse, une poésie à la fois respectueuse, en fait, de l'image féminine, extrêmement mélancolique aussi, très belle, et donc quelque chose, en fait, qui s'inscrit dans la droite lignée, je dirais, de ce qu'on appelle, en fait, la fine amour, l'amour courtois, et donc un texte ici de poésie amoureuse évidente. Alors, je continue ma promenade en fait, dans le manuscrit pour mieux comprendre sa relation au théâtre. Tels sont en fait mes objets de quête. Et au folio 39, en fait, je trouve, encore une fois, confirmation, je dirais, de la nature peut-être plus musicale et poétique que performée de mon manuscrit. Malgré tout, j'ai affaire ici, je le vois donc à quelque chose, donc au folio 39, je me suis approchée. Donc, pardon, hop là, le texte. Si commence l'idieuse de Robin et Marion, cadence piste, Marion, Robin même, Robin m'a demandé si Mara. Alors ici, bien sûr, j'ai affaire au début d'une très très grande autre pièce de théâtre importante, qui est le jeu de Robin et Marion, dont en fait, on le verra, on connaît d'autres copies, il y a 3 copies en fait du jeu de Robin et Marion, mais donc cette copie-là en fait est très très importante, et moi dans ma quête, en fait, elle me permet de progresser, puisque je comprends en fait m'alliance ici, cette fois-ci, la rubrication en fait me permet de voir que les noms de personnages se dégagent, et donc certes j'ai affaire à un chansonnier, mais c'est un chansonnier qui de toute évidence donne son importance au texte que la belle expression du XVe siècle en fait fait apparaître dans les manuscrits de théâtre, et c'est donc ici à des textes par personnage, à l'évidence, que j'ai affaire. Donc je m'approche en fait, et en dépit de ma déception vis-à-vis, je dirais, de cet aspect essentiellement poétique et chanté, la performance en fait et le théâtre semblent y trouver leur place. L'histoire de Robin et Marion, je ne vais pas la raconter dans le détail, c'est une pastourelle. Et cette pastourelle, malgré tout, elle mériterait toute notre attention, parce que c'est une façon en fait très particulière qu'Adam de la Halle a eu de se ressaisir ici de cette thématique de la pastourelle, à savoir les bergères, mais n'épousent pas des princes, chacun le sait. Et donc ici, en fait, cette pastourelle est à la fois, je dirais, une présentation de cette thématique, et en même temps, elle ne fait aucunement l'économie de la violence qui peut s'en dégager, violence sociale, violence sexuelle. On voit ici, en fait, le personnage du chevalier s'approcher sans égard, finalement, de la pastourelle, et on la voit se défendre, et on voit bien sûr Robin la défendre, l'ensemble se terminant, comme chacun sait, en chanson et en danse. Alors, l'image en question, en fait, j'avais envie, alors là c'est là qu'on verra si les choses se produisent, mais là elles ne se produisent pas. Je voudrais en fait vous faire entendre la musique en question qui va me permettre, alors là je ne sais pas du tout ce qui va se passer, si ça va finir par se passer. Voilà. Elle va chanter et on verra si c'est une farce. Tout ça.
d'interrompre en fait la jolie voix de la dame. Je voulais vous le faire entendre pour, je dirais, établir un contraste avec à la fois la violence et éventuellement la drôlerie qui pouvait être celle donc, du texte du jeu de la feuillée dont on a maintenant l'image sous les yeux. Et je m'approche. Donc Seigneur savait pourquoi j'ai mon ami Kanji et j'ai jeté avec Fab au clergé. Alors on voit bien effectivement là, si je peux me permettre, hein, ce sont des alexandrins qui sont copiés 6 à 6. Ça c'est quelque chose en fait qui est caractéristique aussi du manuscrit que je trouverais beaucoup en fait aussi dans le travail en fait de versification du jeu de Saint-Nicolas, très important pour bien comprendre le texte. Il faut y revenir, je crois vraiment, sur ce qui a été fait dans ce manuscrit. En tout cas ici, bien sûr, ce qui m'intéressait, pardon, je ne peux pas m'attarder trop longtemps sur chacun des détails, c'est, j'allais dire, qu'est-ce qui feras-tu, pauvre type? C'est clair ici en fait que ce qui est adressé à notre personnage, hein, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la mélancolie qui vient de se dégager en fait ici de la musique et qui de toute évidence porte aussi peut-être Estefeswe belle et soli, quand il est effectivement dans l'évocation de ce portrait de sa femme si belle et si perdue. Il y a quelque chose en fait comme ce mélange des tons que nous devons, me semble-t-il, entendre dans chacune des pièces d'Adam de la Halle. Alors, si vous voulez bien, pour essayer de mieux comprendre la relation éventuelle que l'ensemble de ce corpus peut établir donc avec le théâtre, c'est-à-dire donc avec cette histoire du théâtre dont les pièces d'Arras du XIIIe siècle seraient ce moment très important, je vous propose en fait que nous regardions un peu plus précisément ce qu'on appelle le programme iconographique, c'est-à-dire la façon en fait dont des enluminures ont été introduites au nombre de 49 à l'intérieur en fait de notre manuscrit, pour voir un petit peu comment cette notion de performance donc se met en place. Rassurez-vous, je n'aborderai pas du tout les 49 images, ce serait beaucoup trop et ce serait finalement pas si intéressant. Puisque, et c'est cela qu'on constaterait, dans l'ensemble en fait des 3 textes que je viens d'évoquer avec vous, je me contenterai en fait du corpus d'Adam, eh bien je vois intervenir en fait un personnage qui de toute évidence est le même. Et le personnage en fait qui a été reproduit ici par cet artiste encore une fois moyen, et néanmoins qui n'était pas dépourvu, je dirais, de désir de signifier quelque chose, il a utilisé en fait ce code qui est celui, je dirais, d'un homme jeune, sans barbe, assez riche, étant donné donc la nature de son vêtement, bon, un vêtement orangé, donc assez visible, avec une belle étoffe, des chaussures donc à pointe noire, une coiffure en fait qui est assez travaillée, qui met ses cheveux donc en arrière, et donc ici en fait ce personnage est celui que je retrouve dans l'ensemble en fait des enluminures qui ouvrent chacun des textes. J'oublie de dire en fait que chacune de ces enluminures se situe en fait au début de chacun des textes. Il n'y a pas en fait d'autre place possible pour les enluminures à l'intérieur de ce manuscrit. Je constate en fait, si je prends mon manuscrit en entier, que non seulement ce même personnage donc intervient au début de chacun des textes en fait, ou de chacun des ensembles de textes d'Adam, mais encore de la première à la dernière enluminure. Or, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la dernière enluminure, où je le vois à nouveau intervenir, il a exactement la même posture, et bien évidemment ici la couleur est passée, il y a quelque chose qui s'est affadi dans le traitement en fait de la couleur de la fin du manuscrit, mais on constate qu'on a affaire au même personnage qui fait la même chose. Il lit en fait un relais. Est-ce qu'il lit en fait ici le relais qui a été plus ou moins bien déroulé? On le voit effectivement un peu courbé pour introduire ici la présentation du congé de Jean Baudel. Ici en fait j'ai donc affaire à un même personnage représenté dans l'ensemble du manuscrit. Et donc ce même personnage avec la même position ici, la jambe croisée et les chaussures, possède un certain nombre d'éléments qui permettent son identification de manière tout à fait nette sur l'ensemble du manuscrit. Et donc, il ne faut pas non plus oublier le texte que je signalais tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu de Saint-Nicolas. Et donc là, je m'approche. Explicit Adam, n'est-ce pas? Fin du corpus d'Adam. Cest ligus de Saint-Nicolas. Et donc ici, l'enluminure qui ouvre le jeu de Saint-Nicolas est également une enluminure dans laquelle je vois les 2 personnages en fait pourraient bien être l'un comme l'autre, je dirais, le même que celui que nous venons de voir. Au personnage en fait qui est agenouillé ici devant l'icône de Saint-Nicolas pourrait correspondre par rapport à celui qu'on vient de voir en fait, la robe rouge bien évidemment, la chevelure en arrière et puis la barbe bien sûr pourrait être postiche, c'est évident. Et il est possible aussi finalement que le personnage qui soit le même que celui que nous venons de voir soit plutôt celui de cette icône qui s'est animée et qui est donc le personnage de Saint-Nicolas qui donc à l'origine, au début de la pièce en fait, n'est qu'une petite icône de bois. Je ne sais pas si vous connaissez en fait l'histoire du jeu de Saint-Nicolas. Cette fois-ci en fait c'est une histoire pas du tout profane, enfin
un peu profane quand même. Je ne suis pas sûre, je suis même sûre du contraire, que l'opposition entre profane et religieux n'a absolument pas lieu d'être en fait, dans les pièces de cette époque, ni encore moins dans les pièces de l'époque qui suit, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc ici, en fait, ce que je pourrais simplement dire rapidement, c'est que nous avons affaire avec cette image à un condensé de toute cette histoire. Un prestière, c'est-à-dire en fait un plodome en l'occurrence, c'est-à-dire un chrétien, se trouve en fait prisonnier en Terre Sainte, chez les Sarrasins, et il possède avec lui une icône de Saint-Nicolas qu'il transporte, qui est une petite icône de bois, et il est fait prisonnier avec son icône. Le roi en fait de ce pays décide de mettre à l'épreuve la puissance de l'icône de manière assez blasphématoire bien évidemment, et il l'utilise pour poser sur un coffre. On le voit ici en fait le coffre. Il pose l'icône sur le coffre en disant de cette façon mon trésor en fait sera garanti. Et l'histoire de la pièce est la suivante. 3 personnages de voleurs qui sont dans une taverne, quand je vous disais en fait que cette pièce religieuse n'avait de religieux que le nom. 3 personnages donc dans une taverne vont tenter d'aller voler ici ce trésor en disant que l'icône bien sûr ne sert à rien. Miracle, l'icône s'anime, ils ont peur bien évidemment, ils sont chassés je dirais de leurs mauvaises croyances. Ils se convertissent, eux sont chassés, pardon, et le roi se convertit devant bien évidemment l'évidence et l'éclat ici de la puissance de Saint-Nicolas. Voilà en fait pour le jeu de Saint-Nicolas, c'était une petite parenthèse. Mon personnage donc reste bien le même, je reviens en fait à l'analyse de mes images, et je constate en fait qu'il est toujours montré dans un rôle qui est celui de composition et surtout de performance des textes en question. Que ce soit donc pour cette première chanson, que ce soit donc pour la lecture du congé de Jean Baudel, ou que ce soit, si je revenais ici en fait à mon image de tout à l'heure, pour ce qui est bien sûr de la performance du jeu de la feuillée, pardon. Alors donc je me remets en fait à cela. Qui est ce personnage? Bien évidemment la question pourrait être posée, et j'écris Adam de la Halle avec un point d'interrogation. Il est évident ici que je ne vais pas jouer au jeu des portraits, ce serait une très mauvaise idée en fait, avec ce type d'enluminure d'une part, et de manière générale en fait, avec le rapport entre enluminure et avec art et réalité, une idée en fait qui ne pourrait pas venir. Il n'en demeure pas moins que j'ai affaire ici à quelque chose que je pourrais appeler plutôt une persona, et que la persona en fait, c'est bien celle malgré tout d'un poète-acteur, et que ce poète-acteur a bien été effectivement, entre autres, Adam de la Halle. Pour mieux le comprendre, je dois bien évidemment me préoccuper de l'assemblée, à laquelle de manière régulière dans mes enluminures, le personnage s'adresse. Cette assemblée est constituée de personnages qui lui sont assez semblables, qui sont riches comme lui, qui sont jeunes comme lui, qui font partie en fait peut-être d'un même ensemble. Et parmi ces personnages, on va le voir donc, l'un d'entre eux se dégage, et qui est une femme, et je la reconnais bien sûr au fait qu'elle porte une coiffe, c'est donc une femme mariée ici, je vais revenir en fait à cette femme. Mais pour ce qui est en fait de cet ensemble et de cette assemblée, je ne suis pas du tout la première à y reconnaître quelque chose qui serait probablement une illustration ou une représentation de la confrérie des jongleurs et des bourgeois. Cette confrérie, en fait, qui parmi tant d'autres à cette époque, a porté, bien évidemment, la possibilité pour des œuvres d'art de se développer. Et pour ce qui est de la confrérie des jongleurs et des bourgeois, on sait, grâce aux travaux en fait, de Roger Berger, qui a notamment découvert un certain nombre de documents qui en racontaient dans le nécrologe les principaux acteurs, qui en rassemblaient les principaux acteurs. On voit donc dans ce nécrologe se dégager, je dirais, un certain nombre d'éléments historiques qui permettent très probablement un recoupement avec le texte d'Adam de la Halle et avec le fait que les textes d'Adam de la Halle, et notamment le jeu de la feuillée, auraient été créés pour célébrer chaque année en fait la fête, c'est-à-dire le siège, qui était celui donc de cette confrérie. On a même pu travailler de manière plus précise et imaginer que c'est en 1276 que cette pièce aurait été jouée pour le siège donc, de la confrérie. Je signale malgré tout à toutes fins utiles qu'on n'a aucune preuve et que donc c'est facile en fait de dire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait Adam de la Halle lui-même n'a jamais été le chef du siège. Son père Henri, oui, le vieil avare qu'on a vu tout à l'heure, oui, et il porte son nom d'Henri bien sûr dans la pièce. Mais Adam de la Halle, jamais. Il est plus mystérieux que ça, comme on va le voir en fait encore. Je reviens en fait pour finir à ce personnage de femme auquel il s'adresse. Cette femme en fait, je suis désolée pour elle, qui porte donc une tache en fait sur le visage dans l'image du haut, c'est la conservation ici qui veut cela. Et puis donc cette femme qui de toute évidence dans l'image du bas, qui est le début du jeu de la feuillée, s'adresse à lui ou bien lui fait un geste d'adieu.
L'ambiguïté ici, bien sûr, est possible autour du geste de la main levée vis-à-vis de celui qui s'adresse à elle ou à l'ensemble donc de la foule. Il parle, écrit et chante donc mon poète-acteur, ma figura de poète-acteur, pour une même femme qui m'apparaît sur l'image en fait, tout sauf triste et chance, tout sauf vieille, n'est-ce pas? Elle serait plutôt en fait Deuji, elle serait plutôt svelte ici, élégante, jeune et jolie. Et donc il y a quelque chose peut-être effectivement qui fait que on peut se demander si c'est pas la sienne qui aurait été représentée, ou en tout cas une image de la sienne, cette Marion, cette Marouée, du jeu de Marion, bien sûr, cette Marouée que nous voyons dans le jeu de la feuillée, cette Marie, en fait, à laquelle il s'adresse de manière si belle et si mélancolique, à l'intérieur de sa poésie amoureuse ou bien de son congé. Et ici, bien évidemment, on a envie de comprendre qu'Adam de la Halle est peut-être un grand poète, et un grand poète performeur, un grand poète auteur de pièces par personnage, parce que, précisément, il savait manier le double ton, le double jeu, et qu'il était manifestement doté d'un très solide sens de l'humour et de la dérision. Et donc c'est peut-être cela, finalement, qui nous permet de bien comprendre ce qu'est le jeu de la feuillée. Mutatis mutandis, le manuscrit FR 25 566 pourrait bien être un hommage en fait à Adam d'Arras, qu'on appelle aussi Adam le Bossu. Il est temps d'aborder en fait l'un des textes les plus problématiques, je dirais, du chansonnier d'Adam, qu'est donc le jeu du pèlerin. Est-il anonyme? J'y mets un point d'interrogation, c'est une grande question. On a beaucoup considéré que ce texte en fait qui vient juste avant le jeu de Robin et Marion était un texte mauvais. Texte très mauvais en fait, on se demande bien pourquoi effectivement il serait si mauvais. C'est un texte en fait qui évoque simplement l'histoire d'un pèlerin qui raconte en fait qu'il a traversé le monde et que donc il a été, encore une fois, à Luzerne, en terre de la Beule, en Toscane, en Sestile, par Puig, où on tint un concile d'un clerc net et soucieux, gracieux et nobile, et le nom père du monde. Né fut de cette ville, mestre Adam Libocchus, estuesti appelé, et là Adam d'Arras. Il raconte simplement l'histoire d'Adam, c'est un pèlerin qui reviendrait donc des terres de Pouille, de la Sicile, on va y revenir, où il était donc amis et précieux, et honorés del comte d'Artoué. Je maître Adam Savoidis et chance qu'on trouvait. Or est mort, maître Adam, Dieu li fasse mertis. Et donc ici, bien sûr, le texte en question est considéré comme n'étant pas composé par Adam de la Halle, peut-être par effet, je dirais, d'illusion, puisque c'est un texte dans lequel le pèlerin qui raconte l'histoire d'Adam nous dit qu'il est mort. Et il nous raconte en fait les derniers moments de la vie d'Adam de la Halle tels qu'on peut les connaître, c'est-à-dire que Adam de la Halle était effectivement non seulement un grand poète et un grand jongleur, mais effectivement apprécié du comte Robert de d'Artois, qui l'a emmené avec lui en fait en Sicile pour porter secours à Charles d'Anjou, autour de l'aventure des vêtres siciliennes et ce genre de choses. Et donc de toute évidence, il est exact que ici en fait un autre poète est allé jusqu'en Sicile et on va le voir en fait dans quelques instants avec le manuscrit aussi de Robin et Marion. Alors que le texte lui appartienne ou non, je n'en sais rien, mais je verrai assez bien, je dirais, dans l'espace qui est celui de la dérision et de la distance en fait qu'Adam de toute évidence entretient avec un certain nombre de sujets, la possibilité de se faire ouvrir lui-même et de se porter à lui-même en fait un très grand hommage. Mais évidemment, les points d'interrogation sont de rigueur. Et moins de rigueur, et plus accepter, je dirais, le fait que quand on est dans un endroit et qu'on vient de quelque part et qu'on est ailleurs, on s'appelle Adam d'Arras, et que quand on est chez soi, en fait, on est reconnu par ses traits caractéristiques et connu de ses voisins, Adam le Bossu. On m'appelle le Bossu, mais je ne le suis mis. Ça, c'est ce qu'il dit, en fait, à l'intérieur du titre du roi de Sicile. Il en avait manifestement assez, en fait, de cette identification. Il n'en demeure pas moins ici, donc on a affaire à quelque chose, je dirais, qui est ce moment où on le perd. Je veux dire par là qu'en fait, on perd l'histoire d'Adam de la Halle. Personne ne sait, il est certainement mort aujourd'hui, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas le roi Arthur quand même, faut pas exagérer. Mais je plaisante qu'à moitié, puisqu'en fait, certains de mes collègues, pour ne pas citer Fabien Djegou, ont travaillé en fait et ont eu l'impression de trouver en fait au couronnement en fait du roi, je crois que c'était en 1305 en Angleterre, eh bien un jongleur en fait qui portait le nom d'Adam et qui pourrait bien en fait être notre jongleur Adam de la Halle. Alors, Monsieur Langlois, pour ne citer que lui, jette d'un revers de main cette idée de c'est pas lui, non bien sûr que non, il était pas né, enfin elle était pas née, non, faut pas dire non plus n'importe quoi, je crois que malheureusement, paix à sa mémoire, je crois que c'est Monsieur Dufournel en fait non, ça c'est pas possible en fait, il était forcément plus là. Bon, peu importe, donc je ne sais pas où il était exactement, il n'en demeure pas moins que nous n'avons plus de traces objectives d'Adam de la Halle à partir du moment où il s'en va en Sicile. Donc voilà pour son histoire et pour son éventuelle, je dirais, composition de ce texte du pèlerin.
Mutatis mutandis à nouveau, le FR 25 566 m'apparaît en fait ici comme le manuscrit, je dirais, qui rend hommage à Adam en célébrant ce que j'appellerais en fait sa pensée des amours mortes. Cette pensée des amours mortes, en fait, c'est quelque chose qui fait que Adam de la Halle, peut-être, je dirais, a porté, et c'est peut-être cela finalement qui fait l'unité de son corpus, et qui fait peut-être la force aussi de ces pièces de théâtre, qui en sont en fait un magnifique condensé. C'est peut-être en fait cela qui fait que donc, encore une fois, il a été important pour l'histoire du théâtre français. Important pour l'histoire de ce théâtre, je dirais à la fois par la performance que de toute évidence en fait il a pu emporter, ou qu'on a pu emporter, si tant est en fait que l'image de ce personnage qui joue et qui performe les textes à l'intérieur du texte, donc soit une image de lui ou une image de ceux qui pouvaient prendre en charge son texte de manière donc théâtrale, et puis donc importance je dirais de l'unité tonale encore une fois, entre humour, dérision et une véritable pensée je dirais douloureuse en fait de cet amour et de la possibilité de cet amour de mourir, en quelque sorte de se modifier, que nous avons pu voir en fait à l'intérieur de l'humour qui était celui du jeu de la feuillée, ou de cette mélancolie qui est la caractéristique du jeu de Robin et Marignon. Pourquoi ça me semble important? Eh bien parce que, comme je vous le disais au début, les deux seuls manuscrits en fait qui contiennent un petit morceau, je dirais, du jeu de la feuillée, sont les manuscrits qui contiennent ce morceau en fait, qui mélange, je dirais, violence, sexualité, dérision et amour morte. Et ce morceau, en fait, c'est celui qui a été copié et qui a circulé, en fait, non seulement donc dans l'ensemble de la France, mais plus loin, comme on va le voir. Première copie, en fait, de ce début du jeu de la feuillée. Une copie en francien. Et là, bien sûr, j'allais dire, je vous interroge, vous, en fait, en tant que spécialiste du Picard. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que le texte en question, donc, il est copié, en fait, je dirais, dans un autre dialecte, ce qui ne semble pas poser de problème en fait, ni de compréhension, par exemple dans une région qui serait celle d'Île-de-France de son texte. Donc il est copié en fait sans trace de Picard, et il est copié, c'est ça qui m'intéresse peut-être moi comme spécialiste de littérature, à côté en fait de tout l'œuvre de Rudebeuf. Et lui aussi en fait, c'est quelqu'un qui a une pensée, je dirais, de l'amour très très particulière, cette fois-ci amour profane ou amour spirituel, donc c'est encore autre chose, mais il me semble en fait que la cohérence globale, je dirais, de la copie de son texte, elle vient plutôt en fait de la thématique, et que en tout cas, le Picard n'a rien ici empêché ni favorisé. L'autre copie en fait me permet de voir en effet le texte dramatique, les textes par personnage d'Adam, exister et rayonner jusqu'au nord de l'Europe. Cette fois-ci, le texte est copié en Picard, dans le texte de la Vaticana. Et ce qui m'intéresse plus, en fait, c'est la propriétaire qui a été celle du manuscrit. La propriétaire du manuscrit, c'est Christine de Suède, dont nous savons tous ici qu'elle a fait mourir Descartes, bien évidemment, dans des conditions épouvantables, en le faisant venir dans des cabinets glaciaux, et donc en lui parlant d'amour, mais à perte, en fait, parce que c'était la reine ou peut-être le roi Christine. Enfin, elle était très particulière, comme chacun sait, en fait, ici. Et donc notre reine Christine, en fait, qui avait donc cette conception, qui avait en horreur le mariage, eh bien, de toute évidence, donc, elle a jugé important d'avoir un petit morceau d'Adam de la Halle chez elle. Alors, je plaisante, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui fait que ce manuscrit qui contient ce morceau, il a été possédé, en fait, par la reine Christine, et que, donc, il parle, effectivement, de cette conception tout à fait singulière de l'amour. Cette conception de l'amour, donc, rayonne d'Arras à Paris, du nord de l'Europe au sud de l'Italie, et cela, je le vois, en fait, au devenir de Robin et Marion. Robin et Marion qui est copié, là aussi, en francien, dans deux manuscrits. D'abord aux côtés du roman de la Rose, le monument, j'allais dire, de la réflexion sur l'amour et la nature au XIIIe siècle, et puis donc dans ce magnifique, même si très abîmé, document en fait de la Méjane, qui est le manuscrit en fait de la fin du XIIIe siècle, commandé de toute évidence par Charles d'Anjou, et qui donc contient effectivement une très très belle version de ce qui s'appelle, vous le voyez, le mariage de Robin et Marion, et pas le jeu de Robin et Marion. C'est un signe, en fait, qu'on a eu envie, je dirais, de comprendre ce texte. Alors, j'ai beaucoup abusé de votre patience. Je vais continuer un tout petit peu, et le pire, je vais devenir un peu technique, mais je vais aller très très vite. Je ne veux pas vous embêter. Je veux juste essayer de vous faire comprendre, effectivement. J'essaye de comprendre, en fait, comment, encore une fois, ces textes peuvent occuper une place dans l'histoire du théâtre, mais qui ne soit pas une place mythique, qui soit véritablement une place plutôt comme quelque chose qui serait de l'ordre du jalon. Vous voyez? Et donc, un jalon important, effectivement, me paraît posé par le théâtre d'Adam de la Halle, mais par un théâtre d'Adam de la Halle qui serait plutôt effectivement de l'ordre de la pratique du théâtre. Et cette pratique du théâtre, comme on va le voir, c'est quelque chose qui unit précisément Adam de la Halle et Jean Baudel, d'Adam à Jean donc, et je ne vais pas du tout en fait m'arrêter au détail du texte, mais en bon littéraire, c'est ce que j'ai fait bien évidemment,
Et j'ai regardé en fait comment était constitué l'ensemble des scènes dans toutes les pièces en fait dont je vous parle. Et je me suis rendu compte, mais là encore peut-être trouvé ce que je voulais bien chercher, je me suis rendu compte qu'aucune des scènes ne mettait jamais en scène plus de 4 personnages en même temps. Et ce modèle en fait, hein, je le vois donc Marion, le chevalier, etc., mais je le vois aussi bien sûr dans le jeu de Saint-Nicolas, ce modèle en fait qui consiste à ne jamais avoir plus de 4 protagonistes sur la scène en même temps, c'est quelque chose en fait que je trouve, moi, à l'intérieur à la fois de la farce et du dramaturgique. C'est une caractéristique de toute évidence, j'allais dire, des pratiques théâtrales de cette époque, bien antérieure en fait aux textes du XIIIe siècle, et je dirais aussi bien postérieure dans la façon en fait que ces textes ont pu avoir d'être joués à l'intérieur en fait de la France, pour ce que je peux connaître. Je peux bien évidemment vous donner des précisions là-dessus et vous expliquer en quoi cela me paraît capital. Cela me paraît capital parce que c'est une façon en fait qu'on a eu de faire jouer et de faire exister ce théâtre en fait au Moyen-Âge, entre le XIIe et le XVIe siècle. Il y a eu d'autres façons de faire exister le théâtre. Je vous ai parlé en fait de ces grands mystères avec 80 figurants et pas seulement des figurants, tout le monde avait un petit rôle, avait une petite réplique. Mais là en fait, je vois un autre type de théâtre se mettre en place qui, je me permets de le faire remarquer, effectivement met à plat l'opposition entre profane et sacré, puisqu'il s'agit d'une pratique, et que de toute évidence, j'ai affaire ici à un théâtre, et je peux le transposer en fait sur les textes narratifs, je le vois également en fait notamment sur les Lettres Marie-France, ce genre de choses. Ce sont des textes qui étaient destinés à la performance. Cette performance en fait elle prenait toujours cette forme, et cette performance elle était portée par des petites troupes d'acteurs, dont quelqu'un comme Michel Rousse en fait, mon collègue de l'université de Rennes, a magnifiquement fait l'histoire en fait à travers les archives pour la farce. Donc une pratique en fait, je dirais, la pratique de ces petites troupes de 3 ou 4 protagonistes qui jouaient en fait à tour de rôle, l'ensemble des rôles en fait des pièces. Voilà ce que je vois apparaître en fait dans mes pièces. Autre chose, désespérément technique. Je vais essayer de vous faire comprendre très très vite. Je vois apparaître en fait dans mon manuscrit 25-566 quelque chose en fait comme la généralisation d'une règle qui existait avant chronologiquement, mais que le manuscrit fait exister de manière répétée, rapprochée, et notamment en fait entre Jean Baudel et Adam de la Halle. Et cette chose qui existe est une règle d'écriture, c'est-à-dire d'enregistrement en fait du texte, je dirais théâtral, et que l'on appelle donc la rime mnémonique. Je vais me servir en fait de la voix d'un médiéviste donc, du 19e siècle, Gaston Paris, que chacun connaît bien évidemment. Et pour qui c'était une évidence. C'est dans la versification française du théâtre une règle à laquelle je ne connais pas d'exception, que le dernier vers dit par un personnage rime avec le premier que prononçait le suivant. La raison de cet usage, dit-il, est facile à deviner. Paix à la mémoire de M. Paris, je ne pense pas du tout en fait que la raison de cet usage soit si facile à deviner. Lui, en fait, ce qu'il pensait, c'est que, je vous mets sous les yeux les choses, voilà, on le constate, j'ai mis en rouge les choses pour qu'on voit bien les rimes. Donc c'est le texte du début, Keitif qui fait là-dessus, ce roué grand abusi ons, nemi regi et ami ons, pardon, bons clairs et soutios en son livre, au il pour 2 deniers le livre, etc., etc. La rime mnémonique, c'est celle qui lit donc les répliques. Le dernier vers en fait d'une réplique rime avec le premier de la suivante. La raison en fait que voyait M. Paris, qui n'a pas dû faire beaucoup de théâtre dans sa vie, quoique il avait une grande pratique, je dirais, de la profession, donc on fait un peu de théâtre aussi, mais il pensait en fait que ça permettait aux acteurs de se rappeler « Ah, c'est le moment d'intervenir » parce que là en fait il a dit sa dernière rime. Il est compliqué en fait, quand on voit les textes de théâtre, et c'est une pratique effectivement qui caractérise le théâtre depuis le XIIe jusqu'au, j'ose le dire, jusqu'au XVIIe siècle. Je trouve de la rime mnémonique encore dans le corpus en fait du premier Molière. Je trouve la rime mnémonique en fait qui caractérise encore le corpus de Théodore de Bèze. Donc il y a effectivement quelque chose qui fait qu'on a affaire ici à une technique d'écriture qui est propre à la performance écrite en français, c'est un fait. Je ne crois pas du tout que cette performance en fait elle ait été organisée par des acteurs suffisamment mauvais pour avoir à se rappeler au dernier moment que c'était parce que machin avait dit ça qu'il fallait que truc enchaîne. Non, il y a quelque chose ici bien évidemment d'autre qui se passe avec la rime mnémonique, et c'est quoi ? Eh bien c'est le fait en fait qu'on puisse, grâce à la rime mnémonique, enlever des morceaux de texte. Enlever des morceaux de texte ou en mettre d'autres. C'est-à-dire que si je termine en fait avec « et tu le veux faire de ti » et que je mets une autre rime que abusiance, je peux en fait créer bien évidemment le lien avec un autre passage. Et je peux de cette manière, eh bien, comme je vais essayer de vous le montrer rapidement, et cela correspond bien évidemment, et j'ai eu l'occasion de le constater dans ma pratique des textes, cela correspond en fait à des agrafes en quelque sorte, ces rimes, qui permettent d'enlever notamment des morceaux qui étaient des grands morceaux spectaculaires, c'est-à-dire des morceaux difficiles à exécuter.
Et le modèle de cela, en fait, est apparu et est devenu systématique, j'aurais pu mettre plutôt que devient, est devenu systématique avec le jeu de Saint-Nicolas. Et je vois bien évidemment la raison de la copie du jeu de Saint-Nicolas juste après le chansonnier d'Adam de la Halle, dans peut-être essentiellement la pratique de cette rime. Si je peux me permettre, je disais tout à l'heure en fait que ça ne se voyait pas beaucoup parce que souvent les vers sont copiés 4 à 4 ou 6 à 6, c'est-à-dire qu'en fait leur répartition n'est pas claire dans le manuscrit. Je comprends effectivement que la rime n'apparaisse pas clairement quand on lit le manuscrit. Il n'en demeure pas moins qu'au plan de la pratique, on voit bien effectivement cette pratique donc, se mettre en place dès le jeu Saint-Nicolas et de manière systématique dans ce jeu. Je voulais vous montrer en fait simplement un très très beau passage de Taverne. C'est l'une des grandes caractéristiques ici du jeu de Saint-Nicolas. Je ne commande pas dans le détail ce magnifique passage sur le vin d'Auxerre. Alors, il y a ça, et puis bien sûr, ce que, encore une fois, cette rime permet, c'est-à-dire la suppression ou l'ajout de corpus. Lorsque la rime, en fait, n'est pas respectée, lorsqu'elle n'est pas respectée, je peux enlever, en fait, les morceaux, et lorsqu'elle est respectée, je peux également dégrafer, en fait, un morceau et, en fait, en mettre un autre. Et encore une fois, pour le coup, ma démonstration manque de solidité. Je vous demande simplement de me croire. Effectivement, j'allais dire sur parole, j'ai constaté en fait que la rupture de cette rime, c'était quelque chose qui permettait donc d'ajouter, par exemple, ce grand moment dans le jeu de Saint-Nicolas, qui est le moment de la bataille des Sarrasins et des chrétiens. Je peux ajouter en fait des personnages. Je vois en fait qu'ils sont adventistes, c'est-à-dire qu'en fait ils sont extérieur au processus de la rime mnémonique. Je vois notamment le personnage de l'ange, dont tout le monde se demande en fait quand on lit le jeu de Saint-Nicolas ce qu'il vient faire là, bien évidemment, c'est très très bizarre. C'est impossible, on le trouve dans l'épopée, mais c'est très invraisemblable par rapport à l'ensemble de la pièce. Je vois aussi en fait le nombre de chrétiens pouvoir se multiplier, de même que le nombre de mahométans. Et donc bien évidemment, tout ceci en fait relève, je dirais, beaucoup plus d'une pratique de la mise en scène que de quelque chose, je dirais, qui serait de l'ordre de la simple écriture, vous voyez. Soit on dispose en fait de ce nombre de personnages et on joue la pièce en entier, soit on n'en dispose pas et dans ces cas-là on fait une pièce plus légère et ça marche très bien aussi. C'est peut-être ce qui me permet aussi d'expliquer quelque chose, qui est que mon jeu de la feuillée, eh bien moi je ne suis pas sûre en fait qu'il ait été joué en 1276 en une seule fois. Je pense en fait que l'apparente diversité et l'espèce de caractère très décousu que nous avons pu découvrir en fait de cette pièce et qui oppose donc d'abord la revue des Arageois. Il me semble qu'on va avoir une revue ensuite. Donc là, c'est cette revue, cette dispute entre les Arageois, puis la grande merveille de féerie, c'est-à-dire l'arrivée des fées, puis la taverne, constituent effectivement des éléments qui sont des éléments distincts. Et si je regarde, je ne vous ai donné ici qu'un exemple, je constate que ma rime mnémonique est rompue. J'ai donc affaire ici, avec cette rime, bien évidemment, à quelque chose, encore une fois, qui permet d'autonomiser des scènes qui sont particulièrement donc, spectaculaires. C'est quelque chose en fait que je constate comme étant caractéristique également en fait des mystères dont nous parlions tout à l'heure. Je n'ai pas le temps bien sûr de m'y attarder. Je terminerai donc ici bien évidemment cette présentation en disant de ce manuscrit, ce que je propose bien évidemment d'y voir, c'est un manuscrit coupable, au sens en fait où il est bien évidemment fautif. C'est mauvais en fait, ces rimes qui se répondent d'un personnage à l'autre, mais c'est plus exactement au sens propre un manuscrit coupable, c'est-à-dire découpable, un manuscrit dans lequel je peux enlever en fait ou ajouter des morceaux au gré en fait bien sûr d'une pratique qui est la pratique théâtrale, la pratique de la performance. J'entends donc voir dans ce manuscrit non seulement un hommage brillant, bien évidemment, de la ville d'Arras et très probablement de la confrérie des jongleurs et des bourgeois à donc son enfant du pays et à celui en fait qui a porté cette conception en fait nouvelle de l'amour via donc je dirais une très très grande pratique de la poésie et de la performance. Mais j'entends aussi voir dans ce manuscrit quelque chose qui serait peut-être plus de l'ordre du répertoire. C'est-à-dire que la confrérie des jongleurs et des bourgeois, ou peut-être d'autres confréries après elle, ont bien pu utiliser ce texte en fait, et ce support, plus exactement ce manuscrit, comme quelque chose qui leur permettait d'avoir un réservoir de texte dans lequel puiser pour jouer une scène, un rôle, une chanson, un ensemble de chansons, une partie en fait du jeu de la feuillée, ce qui me donne bien évidemment une image très différente de celle que je peux avoir de ces pièces qu'il faudrait respecter en fait en jouant le début, le milieu et la fin. Ce n'était peut-être pas de cette manière finalement que les choses étaient conçues. Il va de soi que je ne sais pas si nous avons traité cet après-midi en fait d'un atavisme dramatique picard. Je l'ignore. Mais ce dont je suis certaine en fait, c'est que probablement cela nous donne en fait une très grande liberté et licence pour jouer et rejouer en fait ce théâtre, pour s'en emparer toute ou partie au sens propre du terme, j'allais dire, et peut-être aussi en y mettant à chaque fois la couleur et le type en fait, je dirais, d'interprétation que nous avons envie d'y mettre ou d'y trouver.
Et donc, je terminerai en fait par là où j'ai commencé avec le jeu de la feuillée. Ici, donc, vous avez bien sûr l'image du salut et de cette revue en fait, qui était produite par le Théâtre du Vieux-Colombier en 2003. Le texte est donc traduit par Jacques Darras, que vous connaissez bien, je suppose, mise en scène donc par Jacques Rebottier. Je le trouve pour ma part effectivement, et j'ai trouvé cette mise en scène très farcesque à l'époque, et je n'avais pas encore travaillé comme je l'ai fait maintenant en fait, sur l'ensemble de ce manuscrit. Et il m'a semblé, en fait, à la lecture du manuscrit en question, que la tonalité qui avait été choisie, en tout cas, ne serait pas celle que je choisirais pour représenter ce texte. J'y mettrais, en fait, quelque chose, je dirais, de plus mélancolique, peut-être quelque chose qui ressemblerait plus à cela. Et quelque chose, en fait, et donc, bien sûr, j'achèverai, en fait, ma présentation sur cette image. Et donc, Madeleine Renaud, jouant Marion, là, oui, on a quelque chose, peut-être, qui reproduit cette espèce de mélancolie et de fraîcheur, qui est peut-être caractéristique, encore une fois, de ce premier théâtre, qui était donc, et qui fut donc un théâtre picard. Je vous remercie de votre patience. C'est ça. C'est ça, non, je pense que nous avons quand même quelques minutes. Oui, bien sûr. Oui. Le manque de précision, d'élargissement. Donc la parole est à la salle. Et en tout cas, merci beaucoup à Véronique Dominguez pour cette magistrale performance, à la fois professorale et théâtrale, extrêmement riche. Moi, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses avec un autre éclairage. Donc éventuellement, si je peux me permettre une question pour lancer la discussion. Finalement, ces poèmes, chants, répertoire théâtral est destiné à quel type de public? On a quand même l'impression que c'est un public assez élevé dans la société, monde de bourgeois ou pour seigneurial et princière. Alors, tout à fait. Pardon. Oui, bien sûr. Il est clair ici, en fait, qu'on n'a pas du tout affaire à des pièces, par exemple, qui seraient à destination d'un public populaire. Alors, pour être un peu plus précise sur, je dirais, la probable, malgré ce que j'ai pu mettre comme réserve, composition de ces pièces dans le cadre, en fait, de la confrérie des jongleurs et des bourgeois, peut-être, en fait, savez-vous, ou peut-être ne savez-vous pas, je ne sais pas, que ces confréries, effectivement, et en l'occurrence celles-ci, ont été constituées, en fait, comme leur nom l'indique, à la fois de jongleurs, mais c'était des jongleurs, en fait, qui avaient donné leur nom et leur histoire mythique à cette confrérie, qui, en fait, était essentiellement constituée de gens qui étaient des bourgeois, qui avaient de l'argent, d'accord? Donc, économiquement parlant et socialement parlant, c'était des pièces, en fait, et probablement ces chansons également, qui étaient destinées, en fait, à cette communauté, qui est une communauté relativement éduquée, et en tout cas aisée. Alors, même chose en fait dans la poésie, j'ai évoqué essentiellement ces chansons amoureuses, mais j'aurais pu évoquer également ce qu'on appelle les jeux partis, c'est-à-dire que les poésies d'Adam de la Halle sont des poésies en fait qui permettaient à souvent deux personnages d'intervenir de manière un petit peu dialectique sur des sujets, comme par exemple effectivement l'amour, c'est quand même son sujet principal, mais d'intervenir de manière en fait qui n'est pas éloignée de ressembler à la scolastique. Donc là encore, on voit qu'on a affaire à un type de composition qui est une composition d'ordre très éduqué. Enfin, c'est à la fois une composition savante dont le public ne peut à l'évidence être constitué que de gens qui ont au moins un niveau d'éducation et de formation, sinon similaire, du moins satisfaisant. Enfin, donc voilà. Alors de là à dire que tous les bourgeois recevaient une éducation claire, certainement pas. Mais oui, bien sûr, le public en fait était un public relativement élevé. Alors de cour seigneuriale, oui, puisqu'en fait on voit Robert d'Artois qui embarque avec lui donc notre poète, donc bien sûr, et notamment je pense pour la partie qui était la partie poétique à proprement parler, et celle en fait des chansons et du congé par exemple, qui est une magnifique tradition en fait de poésie lyrique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Où étaient joués ces jeux et ces mystères? Alors, c'est pas tout à fait au même endroit. Bon, déjà, je peux dire en fait, alors pour ce qui est des jeux, nous n'avons en fait aucune trace précise des endroits dans lesquels ils ont pu être joués, en intérieur, en extérieur. J'essaye de répondre en fait à votre question. Vous avez peut-être
peut-être vu, en fait, dans l'image, vous vous souvenez, on voit en fait notre personnage performer ses chansons dans quelque chose qui porte une voûte ogivale, donc on a l'impression qu'on est plutôt dans un intérieur, en fait. Que ce soit en fait un intérieur, j'allais dire religieux, un intérieur plutôt de château et de cour assez riche, en fait, je pense que c'est ça que ça montre. Il est probable, en fait, que les pièces étaient transportables à différents endroits, et c'est ce que j'essaye, en fait, pour ma part, de montrer et de défendre, c'est-à-dire intérieur ou extérieur, cours en fait, ou peut-être espace public, où se réunissait par exemple la confrérie pour fêter son siège en fait chaque année. Il est possible aussi dans ce cadre, et il faut il faut le tenir, il faut s'en rendre compte, que les pièces aient été jouées dans des églises, c'est aussi possible. Et donc on peut aussi interpréter la voûte ogivale de cette manière. Quant au mystère, alors là c'est une autre affaire, c'est une autre chanson. Parce que les décors des mystères en fait sont construits ad hoc, à l'extérieur. Et donc il y a quelque chose qui fait qu'ils sont construits dans l'espace de la ville. On peut choisir, alors parfois on choisit en fait l'espace d'un amphithéâtre par exemple, qui sera un très bon endroit pour organiser en fait ce jeu et pour construire donc les éléments de charpente qu'on a pu voir aborder tout à l'heure. Et puis parfois, on le sait, c'était construit plutôt sur des places publiques et là en fait on meublait l'ensemble de l'espace de tréteaux, d'échafauds. Et on louait, un peu comme dans les piazzas ou dans les places espagnoles et italiennes, on louait des places aux fenêtres pour voir un petit peu le spectacle, vous voyez. Donc les lieux, alors chez nous en fait c'est différent en Angleterre, de toute évidence on ne se déplaçait pas tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait on ne déplaçait pas les chariots pour, j'allais dire, les parties de décor, n'étaient pas forcément transportées, mais il est probable aussi qu'il y ait eu pour partie ce genre de phénomène. Donc quelque chose en fait comme un théâtre plutôt construit à l'intérieur de l'espace de la ville, un théâtre construit en différents morceaux, en différents endroits. J'ai montré tout à l'heure en fait l'échafaud qui était celui de Valenciennes. Alors on s'est beaucoup interrogé, on s'est dit mais c'est pas possible, ça ne peut pas être aussi long et aussi grand si. Il faut s'en faire une raison si en fait. L'ensemble de la ville était manifestement transformé par ces constructions qui habitaient et qui structuraient autrement l'espace de la ville justement en un espace qui devenait un espace de spectacle. Et ça donne bien évidemment à réfléchir, j'allais dire, sur ce qu'est l'espace de cette ville à ce moment en fait, de fête, quoi, voilà. Il y avait aussi beaucoup de vols, beaucoup de meurtres, c'est très mal, c'est évident. Le théâtre ne change jamais de nature, l'accompagnement. La marionnette avait-elle une place dans ces jeux? Alors, la marionnette avait-elle une place dans ces jeux? Quelle bonne question. Moi, j'ai l'impression, en fait... Alors, deux marionnettes auxquelles je pense, si vous me dites ça, je pense en fait à celle qu'on a vue tout à l'heure et qui s'anime, qui était de toute évidence l'icône en fait de Saint-Nicolas. Donc, il y avait probablement des accessoires. Et je pense à autre chose en fait qui est très particulier et très amusant dans les mystères de la Passion. Là, on est quand même 3 siècles après, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est quand même une tradition qui est très différente, forcément. Et je pense en fait à la représentation des âmes. C'est-à-dire que lorsqu'un personnage mourait sur scène, eh bien, on faisait en fait sortir son âme, alors de son ventre quand il s'agissait de Judas, bien évidemment, de sa bouche lorsqu'il s'agissait en fait d'un démon, comme par exemple, je pense en fait à la scène où le personnage de Jésus donc vient guérir le démoniaque, d'accord, dans la grande série de la vie publique et des miracles. Et donc là, en fait, on s'arrangeait pour faire sortir une petite poupée, d'accord, de la bouche des personnages, et on voit la petite poupée constituée en son, etc., ou en paille, enfin. Donc il y a un travail en fait ici, je dirais, de l'objet. Comment dire, similaire à un être humain de petite taille qui est travaillé pour l'âme. Et puis parfois aussi les enfants étaient représentés de cette manière. Mais les enfants, ils étaient aussi représentés sur scène en fait. Il y a aussi, je dirais qu'en fait, pour peut-être bien voir les choses, la vraisemblance en fait est de mise beaucoup plus qu'on pouvait l'imaginer. Par exemple, on a beaucoup dit, et c'est pour ça aussi que j'aimais pas trop la mise en scène du jeu de la feuillée avec des hommes qui jouaient les femmes. On a beaucoup dit en fait que les personnages de femmes ne jouaient pas, notamment dans les théâtres du 15e et du 16e siècle. C'est pas vrai. Non, bien sûr que les femmes elles jouaient parce que sinon c'était pas intéressant. Vous imaginez en fait la représentation d'un martyr de sainte avec un saint, c'est comique et puis c'est tout. Et donc c'est pas sérieux, c'est pas envisageable tout simplement. Par contre, le fait que les drames liturgiques, alors là c'est une autre partie dont on peut aussi discuter, bien sûr. Les drames liturgiques, le fait qu'ils aient été représentés plutôt, bien sûr, par des communautés j'allais dire, de religieux qui se donnaient le spectacle. Alors, ah oui, là par contre, effectivement, il est probable qu'on ne faisait pas intervenir d'éléments exogènes, mais c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, si je regarde un corpus féminin ou un corpus masculin, bah voilà, on jouait en fait dans les monastères féminins, on se donnait effectivement des spectacles de théâtre entre femmes et entre hommes en fait, quand on était dans un espace en fait religieux masculin. Et puis voilà. Donc
Donc voilà, mais ça mériterait probablement d'être travaillé au plan justement des types d'accessoires qu'on pouvait utiliser. Mutatis mutandis, pour vous répondre précisément, je ne crois pas en fait que dans ce théâtre justement il y ait un véritable travail, j'allais dire, vous voyez, de la figurine animée, ventriloque, inanimée, etc. Pas tellement en fait. C'est plutôt un théâtre, à mon avis, assez conservateur au plan de la représentation qui essaye de s'approcher de la vraisemblance. C'est le déterminisme pour le coup que j'y placerai pour ma part, après les travaux que j'ai pu mener sur les mystères au 15e et au 16e. Oui, les mystères en parle de passion. Est-ce qu'on parle également de nativité ou alors la fameuse tentation de Saint-Antoine, ces choses-là? Bien sûr, alors on parle de La nativité. nativité, par exemple. Alors le mystère de la nativité, bah, bien sûr, c'est-à-dire que, j'allais dire, tout mystère de la passion qui se respecte contient un mystère de la nativité. Et donc on fait, effectivement, je ne l'ai pas assez bien dégagé, pourquoi la pièce d'Arnaud Grévent est si importante? Parce qu'elle démarre à la création et qu'elle s'achève à la Pentecôte. C'est énorme. Et on représente tous les événements qui ont lieu en fait dans l'histoire sainte entre ce moment et le moment final en fait, où le Fils vient s'asseoir à côté du Père. Ils envoient ensemble l'Esprit Saint et tout le monde célèbre cela. Et donc, bien évidemment, dans ce cadre, la nativité est représentée. Et on la représente, alors de manière apocryphe, extrêmement drôle. La plupart du temps, le personnage de Joseph est un excellent personnage de théâtre, un personnage comique en fait, il faut bien le reconnaître. Et donc, on a bien évidemment ici un mystère de la nativité à l'intérieur de la nativité. Alors, à Rouen, en 474, on a composé un mystère de la nativité à proprement parler. C'est-à-dire que parfois, il est arrivé que certains morceaux en fait, de l'histoire sainte soient écrits de manière plus ample, ils soient développés en fait, simplement, vous voyez, sur la technique en fait, qui est celle de la rhétorique, de l'amplification, pour faire apparaître ou jouer en fait simplement l'un des épisodes. Cela va de pair, je dirais, avec ce que j'essaye pour ma part de développer sur ce théâtre, qui est encore une fois cette conception fragmentée. Quelque chose qui serait vraiment plus de l'ordre de « Tiens, aujourd'hui on va se représenter une nativité, ça va être super ». Parce qu'on a envie de faire ça. Et pas forcément parce que ça correspond au calendrier liturgique du moment. Ça, je ne crois pas. Et pour ma part, je m'en suis rendu compte en travaillant très très près, en travaillant tout simplement, en éditant le texte du drame liturgique en fait, du jeu d'Adam. Le drame liturgique en fait, du XIIe siècle, qui s'appelle un ordo, en fait, simplement. Et pareil, sur lequel on s'est beaucoup interrogé, comment en fait peut-on avoir cette représentation qui fait suivre, je dirais, l'histoire de la création, l'histoire du péché originel, et ensuite le défilé des prophètes qui vient en fait raconter que tout ça va être bien évidemment rétabli par le jugement dernier. Ben, peut-être qu'il ne faut pas imaginer un ensemble, ou peut-être qu'il faut imaginer qu'on jouait simplement un monologue, qu'on jouait simplement un morceau, vous voyez. Donc en fait, c'est difficile de savoir exactement ce qui était fait, et c'est peut-être pour ça en fait aussi que les grands mystères ont pu à ce point, je dirais, marquer l'histoire des villes, parce que c'était peut-être exceptionnel de tout jouer en même temps, parce que c'est dur, parce que c'est long, parce que c'est cher, tout simplement. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être une question de bon sens, je sais pas bien. Est-ce qu'on peut considérer que certaines sculptures qu'on voit dans nos églises en Picardie, fin 15e, début 16e, comme les mises au tombeau, les Christoliens, sont des sculptures qui, dans leur mise en scène, s'inspirent des mystères de cette époque? Alors, vous posez là une question qui est centrale, bien évidemment, pour nous qui essayons de réfléchir à partir des témoins qui nous restent. Est-ce que ce sont des témoins et dans quel sens? La problématique en fait historiographique a été est reprise en main en fait après les travaux qui ont été ceux d'Émile Malle, donc les travaux d'Émile Malle en fait qui a commencé par dire effectivement que la peinture s'inspirait des mystères. Et puis qui donc, dans la réédition de son iconographie du XVe siècle, a dit non, finalement, c'était pas vrai, je me suis trompé. Parce qu'en fait, il a regardé, il s'est rendu compte que non, qu'il y avait des motifs byzantins qui, de toute évidence, intervenaient dans les peintures et qui n'avaient juste rien à voir en fait, avec ce qui pouvait se passer sur scène, et vice-versa. Et donc, il a mis à distance, en fait, cette idée, justement, j'allais dire, d'une coexistence ou d'un reflet éventuel, en fait, de la composition des éléments iconographiques et des éléments de théâtre. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même dans les mêmes lieux qu'on le trouve. Et pour le coup, pour parler de quelque chose que je connais mieux, j'aurais envie de vous parler en fait de toutes les stèles qui entourent le cœur de Notre-Dame de Paris et qui représentent en fait dans un style bourguignon assez prononcé et pas toujours du meilleur effet, il faut bien le dire, mais malgré tout ça a l'avantage d'exister. C'est quelque chose en fait qui est totalement contemporain, peut-être un peu antérieur me semble-t-il, à la composition antérieure puis postérieure, c'est compliqué, à la composition du mystère de la Passion d'Arnaud Grévent.
Donc il y a bien quelque chose à faire avec ça. Enfin, je veux dire, encore une fois, pas de l'ordre, je dirais, de la composition était peut-être la même, parce qu'on voit bien en fait que cette composition, elle dépend, je dirais, d'éléments qui sont propres à l'iconographie. C'est tellement net en fait dans la façon de représenter le baptême, par exemple, vous voyez ce genre de choses avec l'eau qui descend de cette manière. C'était pas comme ça dans les mystères, puisque par exemple, pour prendre en fait cet exemple-là, je veux dire, l'eau, on la portait vraiment sur scène. Alors pas celle du déluge, on prenait une grosse couverture avec des peaux de mouton, on l'agitait comme ça faisait déluge, bon, je suis pas sûre. Mais je suis pas sûre non plus que c'est peut-être la seule fois qu'on l'a représenté de cette manière et que c'était tellement raté qu'on s'en est souvenu. Il y a cet aspect des choses aussi, c'est difficile en fait. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire en fait plus sérieusement, c'est que c'est une vraie problématique. C'était un vrai sujet, en fait, évidemment, sur lequel on doit travailler avec beaucoup de prudence, en fait, et en conservant, bien évidemment, l'idée que chacun des domaines a sa façon de fonctionner. Et que finalement, on en sait plus sur l'iconographie, qui nous est restée telle qu'elle, que sur le théâtre qu'on a complètement perdu. Parce que l'iconographie des mises au tombeau, c'est fin du 15e. Ouais. On n'en a pas avant. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc, en fait, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui faisait que c'est venu parce qu'on l'a vu se mettre en place au théâtre, hein. Je ne sais pas en fait si cette thématique a été précisément travaillée, mais ça m'intéresse beaucoup parce que, de même que les descentes de croix, les mises au tombeau, sont des moments... Les mises au tombeau sculptées, hein, pas les femmes. Oui, voilà. Sculptées. Il y a plusieurs supports artistiques. Ouais, C'est-à-dire sculptées, que celles qu'on la a dans nos représentation églises peinte ou sur des fresques, elle est beaucoup plus ancienne. Mais sculptées avec une mise en scène en 3 dimensions. Exactement, avec les personnages, les attitudes, etc. Je vois tout à fait, je vois tout à fait. À l'échelle. Ouais. Oui, bien sûr, et qui sont extrêmement impressionnantes, qui ont un petit côté, on est un peu mal à l'aise. Voilà, ça donne effectivement cette impression un peu fantomatique, très impressionnante en fait pour le spectateur. J'y arrive pas en fait. Pour le coup, j'aurais envie de vous dire que pour moi, le fait que ça soit justement cette idée de grandeur nature, etc., ça n'indique pas forcément que l'un des domaines est rejailli sur l'autre. Ça indique simplement qu'à cette époque, on a eu envie de représenter ces choses d'une manière en fait qui soit impressionnante pour le prochain et que le prochain puisse s'identifier à ce qui se passait. Et ça en fait c'est un type de mimésis et c'est une évolution en fait de la mimésis qui fait qu'on ne représentait probablement pas les choses de cette manière. Bah tiens, à l'époque d'Adam. Parce que je pense qu'en fait on ne se serait pas vu tout simplement en quelque sorte être appelé à faire partie de cette histoire de mise au tombeau. Alors que là, c'est quelque chose de cet ordre qui se produit lorsqu'on représente en fait à la même taille un personnage et son spectateur, quelque chose comme ça en fait. Il serait intéressant, pour bien y réfléchir, peut-être de se poser des questions d'échelle. Par exemple, qu'est-ce qu'on voyait quand on allait au mystère, si je puis dire? Qu'est-ce qu'on voyait? Les types qui étaient sur l'échafaud, les échafauds qui étaient là-bas, est-ce qu'ils n'étaient pas tout petits? Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que finalement, quand j'étais à la fenêtre, je m'intéressais pas plus à ce qui se passait du côté des diables et finalement, la descente, les mises au tombeau, ça m'intéressait pas. Par contre, la descente aux enfers, formidable. Enfin, je pense en fait qu'il mériterait probablement que nous nous penchions sur les choses de cette manière pour examiner voilà, la position respective entre un œil et une partie de spectacle. Et là, en fait, travaillant sur la vie, l'histoire des espaces, c'est des choses en fait qu'il faudrait probablement qu'on revoie. Donc voilà, pour vous dire ça en fait, prudence méthodologique et en même temps évidence d'une communauté en fait, de la façon de représenter mimétiquement la douleur, la passion, le sacré aussi. Est-ce qu'on a une petite idée des libertés qui sont prises par les auteurs des mystères par rapport à la Bible? Parce qu'ils sont tous au livre. Est-ce que c'est quelque chose de sacré? Le cœur vous manque, hein, ou pas, mais c'est quelque chose de totalement libre, on va dire. La mise en scène est apocryphe par excellence et l'écriture dramatique aussi. Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'on invente des faits à côté? Pardon? Est-ce qu'on invente des faits à côté des Ah, vous voulez dire, est-ce qu'elle produit elle-même des choses apocryphes? Par exemple, Joseph, si on touche à Joseph, est-ce que ça peut choquer les moines, le clergé? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, est-ce que voilà, est-ce que les pièces en fait inventent des choses? C'est une question qui rejoint bien sûr la vôtre en fait sur l'histoire de. Vous mettez trop là. Donc oui, bien sûr en fait que les pièces inventent des choses. Mais alors, est-ce qu'elles inventent des épisodes à proprement parler? À ma connaissance, pas vraiment. Mais par contre, en fait, dans la
la collusion entre la réalité de la façon de mettre en scène et puis l'interprétation qu'on pouvait avoir habituellement des choses, là oui. Je pense par exemple à une scène, on parle de la mise au tombeau, et moi ce qui m'intéresse en fait c'est l'aspect cinétique des choses, la façon dont les corps se comportent. Travailler notamment sur la question de la descente de croix, comment le corps du Christ en fait se plie ou ne se plie pas, enfin c'est une chose... là pour le coup de l'ordre du sacré au sens de ça doit rester loin de nous, ça fait mal, ça fait peur, un corps mort en fait comment va-t-il se comporter exactement, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un problème avec ça, et je pense en fait, bon, on va évoquer des choses qui sont moins peut-être gênantes, quoique, lorsque le Christ en fait sort de son tombeau, comment représenter la résurrection, enfin franchement, comme ça, parce que c'est c'est pas une grande élégance, mais bon, il y a plein moyen quoi, et on le voit ensuite dans l'iconographie, on le voit sortir comme ça du tombeau. Oui, pardon. Vous allez me poser une question? Non, pas du tout. Alors, vous avez dit qu'en 1547 à Valenciennes, il y avait un spectacle dans une ville protestante. Est-ce qu'il y a des changements? Alors, là, c'est très très intéressant le spectacle de Valenciennes. Oui, en fait, là pour le coup, il y a eu abondance, je dirais, d'épisodes apocryphes. Et ça revient en fait à la question du monsieur. On a représenté des tas de légendes en fait qui étaient afférentes à l'histoire de la Passion, de tel ou tel. Je sais pas, par exemple, je pense en fait, mais pour le coup c'est pas propre à Valenciennes, mais qu'est-ce qu'on pouvait représenter dans une Passion qu'on n'aurait pas forcément trouvé partout? L'histoire en fait de ces histoires un peu scabreuses en fait, de la vérification de la virginité de Marie, avec la main en fait de la sage-femme qui sèche, et puis ensuite donc elle obtient le pardon et donc sa main refleurit, enfin si on peut dire. Enfin voilà, ce genre de choses, on ratait pas en fait ce genre d'épisode. Et dans le mystère de la Passion de Valenciennes, effectivement, on accumule, j'allais dire, les miracles, parce que oui, c'est une façon de faire exister, bien sûr, hein, j'allais dire la pensée, la représentation, la phraséologie et l'identité en fait, l'identité catholique, hein, c'est clair, de manière assez étonnante, parce que finalement ils auraient pu la mettre de côté aussi, hein, mais non, c'est pas ce qu'ils ont choisi. Donc c'est militant. Oui. Ouais. Et alors on en sait quelque chose, et là pour le coup effectivement il faut probablement être prudent, parce que donc le manuscrit est un manuscrit, alors là pour le coup très précieusement et très magnifiquement enluminé par Albert Caillot. Il y en a deux en fait. Là c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus récemment, en fait c'est ma collègue américaine Laura Weigart qui vient de sortir un livre là-dessus en fait l'année dernière. Et là, en fait, c'est très très intéressant parce qu'on voit justement dans les deux manuscrits qui ont été faits avec plusieurs années d'intervalle, on voit en fait, je dirais, se mettre en place une autre perspective. Celui qui est le plus proche de la représentation, mais qui est déjà très loin, en fait, est un manuscrit qui va reproduire justement l'ensemble de ces éléments, et l'autre manuscrit va plus les mettre à distance, les organiser, les présenter de manière un petit peu plus rationnelle et moins passionnée, et donc va... si mon souvenir est exact, en fait, simplifier un certain nombre des scènes de miracles. Donc oui, il y a quelque chose qui fait que les spectacles sont vivants et ils battent en fait de quelque chose qui est la façon que les gens avaient de se représenter cette histoire sacrée à cette époque. Et donc, bien sûr, c'est ce qui leur donne tout leur prix et tout leur poids. Mais bon, là, c'est vrai que c'est pas Picard, hein, c'est dans l'ensemble de la France et aussi dans l'ensemble de l'Europe. Enfin, je ne travaille pour ma part que sur le théâtre de langue française, alors je ne sais pas, face à vous s'il faut que je dise le théâtre en langue d'oil, le théâtre en Picard, je ne sais pas, mais vous n'allez pas vous fâcher, mais c'est pas que... Je vous assure en fait que pour le coup c'est un phénomène qui existe en fait dans l'ensemble de la France, cette passion pour la passion. Voilà. Moi, je voulais juste demander, est-ce qu'on a une idée de la façon... Est-ce que ces textes circulaient dans le territoire, voire au-delà, et est-ce qu'ils étaient représentés par d'autres personnes? C'est-à-dire, est-ce que des troupes se les accaparaient et les représentaient? Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même l'histoire de ces textes. Alors ça dépend en fait à quelle époque tu te places. Pour ce qui est des textes d'Adam, donc comme je l'ai suggéré, finalement on a assez peu de témoins, et donc c'est à part ceux que j'ai évoqués pour le jeu de la feuillée ou pour le jeu de Robin et Marion, on ne sait pas exactement comment les choses se passaient. Ils sont trop anciens, et donc en fait, ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'on a la chance immense déjà d'en avoir plusieurs, ce qui nous laisse imaginer que, comme tu le dis, les textes en fait étaient ressaisis par des communautés qui les réinterprétaient de leur manière, alors avec leur langue, avec leurs coutumes, avec leur... voilà, c'est suivant en fait, à mon avis, chacune des opportunités qu'on avait de créer telle ou telle performance, avec chacun des moyens techniques et ce genre de choses. Maintenant, pour les textes de mystère, là, comme je le suggérais aussi, on a des documents plus précis encore qui nous permettent vraiment de comprendre que ces textes, vraiment, ils ont circulé. Et ils ont circulé en fait en étant simplement achetés, en étant recopiés, et donc à chaque fois, en fait, chacun faisait son propre truc.
Et il est clair ici en fait qu'on avait à faire quelque chose qui était limite de l'ordre du match entre municipalités. Il fallait faire aussi bien en fait que la ville de Truc, qui avait fait un truc formidable et qui avait rapporté plein d'argent, enfin qui avait gagné plein d'argent avec son spectacle. Je crois que là en fait on a affaire à ça. Sait-on comment il circulait? Est-ce qu'il y avait un Avignon où les gens venaient assister? C'est ma question est là. Ah, j'aurais adoré. Je pense en fait que c'est le Graal du chercheur que de trouver cet Avignon du chercheur sur le théâtre en tout cas. Donc pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, on va dire ça comme ça, et donc je peux simplement te dire que non, je pense, là ce qui me vient à l'esprit en fait c'est plutôt des choses du genre comment un auteur comme Champmolinet a pu écrire en fait un mystère de la passion, et là en fait c'est très très intéressant de voir effectivement que lui s'en empare et en fait vraiment quelque chose. Donc là en fait ces gens-là on voit bien, ils pouvaient en fait avoir une circulation dans les milieux en fait qui étaient les milieux de la culture, de la connaissance, et donc c'est peut-être eux en fait qui portaient la bonne parole, je ne sais pas, mais j'ai pas envie d'avoir un discours mythique sur le sujet, c'est un petit peu bizarre. Ce que je peux simplement dire c'est que quand on lit ces textes et quand on voit en fait par exemple d'une version à l'autre ce qu'ils ont subi, il est clair ici que l'écriture devait tenir compte d'un certain nombre d'éléments de représentation qui avaient dû avoir lieu. Il est probable, je peux bien sûr me tromper complètement, mais on n'écrit pas, on écrit à partir d'un autre manuscrit, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il circule effectivement, mais il est clair qu'on copie en fait un autre manuscrit, et dans cette copie intervient aussi des éléments qui de toute évidence viennent d'une pratique. Alors je ne sais pas si c'est le type qui imagine, bah tiens ce serait bien un rôle pour telle personne à laquelle je pense, de ma communauté, ou bien est-ce que... Bon, je pense en fait qu'il y avait ce genre de choses. Mes amis historiens qui travaillent là-dessus, parce qu'on est quand même, il faut mettre beaucoup de discipline à la contribution pour comprendre ce qui se passe, ont mis en évidence par exemple le fait qu'il y avait des répétitions. Pendant très longtemps, on a pensé en fait que c'était un théâtre très mauvais, d'amateur, qui était même peut-être pas joué, c'était tellement long, etc. Non, on a découvert en fait que c'était un théâtre non seulement qui était joué, mais qui était vraiment bien joué, et qui était joué avec répétition. Donc on avait des traces en fait de ça. Bien évidemment, comme vous le savez, vous êtes historien pour la plupart, on part des minutes de procès. C'est parce que ça s'est mal passé, parce que machin en fait a tiré dans le truc, a mis un coup de couteau, et donc ce jour-là en fait on a écrit quelque chose sur cette pièce, mais c'est une chance pour nous, hein. Ce coup de couteau, sinon jamais, hein. Rien du tout. Donc non, pas d'Avignon. Pas à ma connaissance en tout cas. Alors, je crois qu'on va peut-être Véronique. Non, mais non, moi, il y avait un problème. C'est plus la suite. Vraiment nous a passionnés par sa science, par ses hypothèses, mais aussi par sa prudence dans la formulation d'hypothèses, en raison des sources qui restent quand même éparpillées, difficiles d'interprétation, mais pleines de promesses de futur. On sait très bien qu'un jour, dans une bibliothèque, dans une archive, on trouvera ces éléments. Et j'étais très content de t'entendre parler d'Arnaud Grément, parce qu'il se trouve que lorsque je commençais ma thèse sur un sujet totalement différent, je travaillais aux archives du Vatican, et en même temps avec Darwin Smith. Tu connais Darwin? Oui, il y a plus de 25 ans, qui justement dépouillait des centaines et des centaines de feuillets de registres du Vatican pour essayer de retrouver la trace d'Arnaud Grément. Il l'a trouvé, hein, il l'a trouvé. Oui, bien sûr. C'était il y a 25 ans. J'aimerais tellement que Darwin écrive la biographie d'Arnaud Grément, comme j'écris moi-même celle de Gustave Cohen. Bon, chacun son vœu. Hein. Moi, j'assume pleinement de travailler sur donc, ces historiens du théâtre. Et donc, effectivement, j'allais dire, la question de la prudence méthodologique m'intéresse parce que je l'étudie dans le cadre de l'histoire du théâtre avec beaucoup de passion et d'intérêt. Et oui, il faut qu'il écrive en fait cette biographie sur laquelle il a trouvé des documents essentiels. Enfin, je veux dire, c'est... Et donc, il y a encore plein de découvertes plein de choses à faire. Et je crois que nous allons pouvoir laisser se reposer Véronique Dominguez. Et s'il n'y avait sans doute pas en tout cas véritablement des marionnettes dans le théâtre des 14e et 15e siècles, je crois que maintenant, en ce début de 21e siècle, il est temps de continuer à entendre parler Picard et de voir les marionnettes être actionnées.